Donc, nous allons commencer et évidemment, je vais présenter nos deux orateurs. Alors, Nathalie Hennig, ce sera plus long parce qu'elle a une œuvre déjà plus conséquente. Donc, vous êtes né à Marseille. Enfin, pour mémoire, vous avez un père qui est issu d'une famille juive immigrée d'Ukraine et de Roumanie et d'une mère issue d'une famille protestante immigrée d'Alsace. Et donc, après des études de philosophie et de doctorat de sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, l'ES, vous avez soutenu votre thèse en 81 sous la direction de Pierre Bourdieu. Alors, dont on dit que vous vous en éloignez plus tard, mais ça, c'est pour la petite histoire. Vous avez bien sûr une habilitation à diriger des recherches en 94 et vous œuvrez au CNRS et au sein du Centre de recherche sur les arts et le langage, le CRAL à l'ES. Alors, votre début de carrière, vous êtes surtout connu pour vos travaux sur la sociologie de l'art et les singularités de l'activité d'artiste. Et depuis quelques années, vous évoluez vers une réflexion sur des thèmes un peu plus politiques, sur diverses identités féminines bien sûr, mais pas que, et sur des thèmes voilà, qui sont quand même aux frontières entre la sociologie et la politique, tout en, bien sûr, en récusant de produire des analyses partisanes. Et bien sûr, vous déplorez la contamination de la recherche par le militantisme et vous critiquez une certaine forme d'islamo-gauchisme qu'on voit apparaître ici ou là. Ce qui fait que bien que de sensibilité de gauche, vos positions ne sont pas franchement dans la doxa ambiante d'un nombre d'intellectuels de gauche. Alors, votre dernier ouvrage que je vais présenter, si je peux partager mon écran, voilà. Votre dernier ouvrage s'appelle « Le wokisme serait-il un totalitarisme ?» Point d'interrogation, bien sûr. C'est paru en mai 2023 et c'est une critique des dérives de ce nouveau courant de pensée qui, partant de louables intentions de lutte contre les discriminations, dérive vers une espèce de totalitarisme militant, un totalitarisme d'atmosphère, pour paraphraser la formule de Gilles Kepel sur l'islamisme. Vous pensez réellement que le wokisme fait courir un risque sur nos valeurs démocratiques fondamentales, que ce soit l'universalisme, la rationalité scientifique, la liberté d'expression ou la laïcité? C'est pourquoi la critique du wokisme ne relève pas pour vous d'une pensée conservatrice ou réactionnaire, mais du modèle républicain. Voilà, donc ce livre est paru récemment chez Albin Michel, que vous voyez à l'écran. Alors, pour Hugo, ce sera plus court, quoique. Hugo est franc-maçon de la Grande Loge de France. Il est vénérable maître actuellement d'une loge de tradition johannique qui s'appelle les Disciples du Bien-Aimé. Il enseigne l'histoire, la géographie et la géopolitique dans classe préparatoire. Et quand je dis que ce sera plus court, parce qu'il est également directeur de collection de manuels scolaires. Et là, si je me mets à citer tous les manuels qu'il a écrits, donc on sera rapidement vers midi. Donc, je vais juste en montrer un qui me paraît intéressant pour la réflexion maçonnique. C'est celui qui traite de la géopolitique des religions. C'est un ouvrage qui est paru au PUF il y a, je crois que c'est en 2019, mais à peu près là. Et en plus de cette activité de directeur de collection et de rédacteur d'ouvrages de manuels scolaires, il anime une émission qui s'appelle Planisphère, qui est une émission de géopolitique sur Radio Notre-Dame, 100.7 pour les Parisiens. Donc voilà, et j'en resterai là pour la présentation. L'un et l'autre, vous pourrez éventuellement corriger s'il y a des bugs dans ma présentation, ou des omissions ou des erreurs. Donc, le thème, évidemment, va tourner autour du wokisme et de la pensée woke. Et donc, tout de suite, je passe la parole à Nathalie Hennig, qui va nous dire ce qu'il faut en penser, ou en tout cas ce qu'elle en pense. Nathalie, c'est à vous. Et nous-mêmes, Hugo et moi, nous allons disparaître de l'écran pour vous laisser intervenir plein écran. À tout de suite. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, pour commencer, je voudrais juste préciser que ce que je vais dire relève non pas de mon travail de sociologue ou de chercheur en sociologie, mais plutôt de
disons, de mes préoccupations d'intellectuel engagé, hein, pour utiliser un terme consacré. Donc, ça relève plutôt d'une tentative pour utiliser quelques ressources intellectuelles au bénéfice du débat public sur des questions de société. Et voilà, donc je suis très attentive à ne pas confondre les arènes, comme je dis, entre l'arène scientifique et l'arène politique. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans l'arène politique d'une réflexion sur des principes fondamentaux de la citoyenneté et d'une réflexion engagée en faveur d'une conception universaliste de la citoyenneté, et c'est une des raisons pour lesquelles je m'oppose au wokisme, qui est un courant fondamentalement communautariste. Si vous voulez, dans la discussion, on reviendra sur cette question du wokisme, mais j'aimerais vraiment là me concentrer sur la question de l'universalisme et de ce qui lui est reproché par ceux qui voudraient lui opposer une conception communautariste, et inversement, on verra les critiques ensuite que les autres peuvent faire aux uns. Voilà. Et donc, je vais commencer par ce que les tenants du communautarisme, et notamment du communautarisme woke aujourd'hui, reprochent à l'universalisme. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un recueil d'articles que j'avais publié il y a 2 ans, en 2021, intitulé « Oser l'universalisme contre le communautarisme ». C'était un recueil d'articles paru aux éditions Le Bord de l'eau. Pour ceux qui voudraient avoir une version plus développée et écrite de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est à ce petit livre que je vous renvoie. Alors, donc, ce que les tenants du communautarisme reprochent à l'universalisme, c'est d'abord, première critique, c'est son manque de réalité. L'universalisme ne serait que formel, limité à la question des droits, mais incapable de conférer concrètement une véritable égalité. Et sur le plan social, les discriminations ne seraient en rien empêchées par ce refus de donner un statut politique aux races, aux sexes, aux religions, etc. Et ces discriminations seraient même favorisées par l'aveuglement, entre guillemets, à ces différences, hein, et aux inégalités de traitement qu'elles motivent. Historiquement, l'exemple de la colonisation montrerait que cet universalisme dit républicain s'arrêterait de fait aux frontières en ne s'appliquant pas aux peuples colonisés victimes de discrimination systémique, hein, pour reprendre un terme très apprécié par le mouvement woke. Mais cette critique repose sur une incompréhension du statut de l'universalisme, car l'universalisme ne relève pas d'un fait que l'on pourrait décrire, mais d'une valeur à faire advenir. Or, ce n'est pas parce qu'une valeur n'est pas entièrement réalisée ou n'est pas appliquée dans certaines circonstances qu'elle n'est pas une valeur ou qu'elle est récusable en tant que visée. Une valeur, telle celle de l'universalité des droits dont bénéficie tout citoyen, quelles que soient ses appartenances, une valeur donc ne peut être invalidée par le constat de son non-accomplissement. Au contraire, ce défaut d'accomplissement tente à rendre d'autant plus nécessaire l'affirmation de ce qui doit être, en l'occurrence, l'égalité des droits civiques et l'abstention de toute discrimination. Et donc, cette critique de l'absence de réalisation de l'universalisme est un sophisme, une faute de raisonnement qui repose sur la confusion entre le niveau descriptif des faits et le niveau normatif des valeurs. Dans mon travail de sociologue, alors pour le coup sur les valeurs, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de bien distinguer entre ce niveau descriptif qui décrit donc des faits et le niveau normatif qui explicite des valeurs. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête pour opposer à cette critique une objection intelligente. Cette critique, donc, je propose de la nommer le sophisme de l'irréalisme. Alors, il existe une deuxième critique qui consiste à affirmer que l'universalisme ne serait qu'un point de vue occidentalo-centré, la tentative d'imposer au monde une vision propre à l'Occident. C'est la critique de l'ethnocentrisme, hein, de l'universalisme. Et à cela, une réponse s'impose. Oui, c'est vrai, et alors ? Une valeur n'a pas besoin d'être objectivement universelle pour être considérée comme une visée méritant d'être universalisée.
Et d'ailleurs, si elle était déjà universelle, elle n'aurait pas besoin d'être défendue. En outre, toutes sortes de biens peuvent être nés dans une culture particulière, mais considérés néanmoins comme des biens à portée universelle. Il en va ainsi de l'agriculture, de l'écriture ou de l'algèbre, qui sont apparus au Proche-Orient, ce qui ne remet nullement en cause leur universalité. Enfin, le fait qu'une valeur soit davantage réalisée dans une culture particulière ne rend pas moins désirable son accomplissement. Est-ce un hasard si tant d'habitants de pays non occidentaux rêvent d'une société républicaine et universaliste? C'est pourquoi, loin d'être un obstacle à l'émancipation, l'universalisme est régulièrement invoqué par les mouvements de libération au nom de la justice, cette valeur fortement universalisée. Mais encore une fois, cette critique, et je propose de l'appeler sophisme de l'ethnocentrisme, cette critique repose sur une méconnaissance du fait que les valeurs, telles l'universalisme, sont des représentations de ce qui doit être et non pas des descriptions de ce qui est, et qu'elles ne peuvent donc être disqualifiées ni par leur inachèvement, ni par leur inégal partage. Il existe une troisième critique qui est liée à la précédente et qui accuse l'universalisme de n'être qu'un communautarisme des dominants déguisé sous le masque d'une revendication de commune appartenance à l'humanité que ces dominants détourneraient à leur seul profit. Mais en relativisant ainsi la notion d'universalité, ces critiques ne font qu'appliquer leur propre grille de lecture, la grille communautariste, à une conception du monde politique qui, à l'opposé, tente de s'abstraire des affiliations assignées par la naissance, un sexe, une origine ethnique, une origine sociale, au profit d'assignations choisies par le sujet et dont il devrait être libre de s'affranchir s'il le souhaite. Or, là encore, le fait qu'une valeur soit portée prioritairement par un groupe dominant ou non, c'est le niveau descriptif de ce qui est, n'enlève rien à sa capacité à être adoptée par d'autres, c'est le niveau normatif de ce qui doit être. Cette réduction de l'universalisme à une définition antinomique de ce qu'il est, c'est-à-dire une valeur et non pas une réalité ni la simple défense d'un intérêt, relève là encore d'un sophisme que je propose d'appeler le sophisme de la domination. Enfin, une quatrième critique reproche à l'universalisme sa prétention à effacer la diversité, à refuser la pluralité des cultures, à éradiquer les différences, bref, à vouloir rendre tous les hommes semblables au motif qu'ils les voudraient égaux. Voilà encore une incompréhension du fait que l'universalisme ne prétend pas commander à toutes les dimensions de l'expérience humaine, mais seulement à celles qui organisent la location des droits. Non seulement il ne nie pas, mais il ne refuse pas, bien au contraire, les différences factuelles de culture, de religion, de couleur de peau, d'appartenance sociale, etc. Ce qu'il refuse, c'est la revendication consistant à asseoir des droits spécifiques sur ces différences. En d'autres termes, il ne s'agit nullement d'uniformiser nos rues en éradiquant turbans, foulards, chasubles ou tenues culturellement marquées. Il s'agit de traiter à égalité leurs porteurs, non pas au nom des communautés dont ils sont issus, mais au nom de leur appartenance à une commune citoyenneté, voire, s'agissant des droits de l'homme, à une commune humanité. Et si les insignes religieux doivent être bannis dans les établissements scolaires, ce n'est pas pour rendre les enfants semblables, mais pour d'une part les rendre égaux et pour d'autre part les rendre libres en les soustrayant à l'imposition de normes religieuses susceptibles d'altérer leur liberté de conscience. C'est donc là le dernier sophisme manié par les contempteurs de l'universalisme, nommons-le sophisme de l'uniformisation. Irréalisme, ethnocentrisme, domination, uniformisation. Voilà donc le procès fait à l'universalisme sur la base d'un contresens ou d'une confusion récurrente quant à sa nature même. L'ordre des valeurs n'est pas celui des faits, de même que l'ordre des représentations de ce qui doit être n'est pas celui de la réalité de ce qui est, et que l'ordre des droits alloués à tout un chacun n'est pas celui de ses pratiques effectives.
Alors, je propose maintenant de nous pencher sur ce que les tenants de l'universalisme reprochent au communautarisme, et moi-même en particulier, et je pense et j'espère une bonne partie d'entre vous. Outre ces contresens sur la nature même de l'universalisme, on peut reprocher à ses adversaires de défendre implicitement ou explicitement le parti pris politique inverse, à savoir le communautarisme. En effet, le communautarisme refuse la suspension des différences en matière de droit au profit de leur affirmation en appuyant l'identité individuelle sur l'assignation systématique à des collectifs d'appartenance qui ne sont pas ou ne sont guère choisis, mais sont pour l'essentiel imposés à la naissance, notamment pour ce qui est de la couleur de peau, du sexe, éventuellement de l'orientation sexuelle et de la religion. Or, tout autre sont les identités que l'individu choisit de mettre en avant selon les contextes, par son appartenance à des collectifs qu'il décide d'investir, que ces collectifs soient professionnels, culturels ou politiques. D'où la première critique que s'attire à bon droit le communautarisme. Il constitue une atteinte à la liberté en enfermant les individus dans des collectifs essentialisés, même si ces collectifs ont été préalablement dénaturalisés grâce au slogan de la construction sociale, qui n'est pas encore que les naïfs, car qu'est-ce qui, dans les sociétés humaines, pourrait ne pas être socialement construit? Au contraire, sous le régime de l'universalisme républicain, les citoyens n'ont de compte à rendre qu'au collectif général et abstrait de la nation et demeurent donc libres d'adapter leur identité aux différents contextes dans lesquels ils circulent. On voit bien ce qu'il en est en matière de revendications féministes. Vouloir imposer partout et à tout moment l'écriture inclusive ou la féminisation des noms de profession ou de fonction, c'est nier l'autonomie des femmes en matière de définition de leur propre identité, alors même que celles-ci doivent pouvoir, selon les contextes, se vivre et se présenter comme appartenant soit au sexe féminin, soit au genre humain, soit à une catégorie professionnelle, etc. Ainsi, le néo-féminisme, qui est une dimension fondamentale du wokisme, opère une imposition autoritaire d'identité qui, au nom d'une définition rigide et linguistiquement absurde de l'égalité, est attentatoire à la liberté des femmes. Il en va de même en matière de revendications identitaristes, avec les contempteurs de l'appropriation culturelle, entre guillemets, qui dénient par exemple à une traductrice blanche le droit de traduire un texte écrit par une poétesse noire. C'est un cas réel. Obsédés par des appartenances communautaires érigées en seul principe de définition des identités, ils prétendent brider la liberté des créateurs en s'autoproclamant représentants de leur propre communauté, d'ailleurs largement fantasmée, alors même que rien ne les y autorise. De plus, ils dénient aux créateurs issus de la communauté, entre guillemets, en question, le droit à être considérés comme auteurs, puisqu'ils font de cette communauté le détenteur d'un monopole sur la diffusion des œuvres concernées. Le collectif prend ainsi la place du créateur individuel, tandis que le représentant autoproclamé prend la place de la communauté tout entière. C'est dire que l'arbitraire et l'autoritarisme sont indissociables des revendications identitaristes, l'un comme l'autre étant bien sûr ennemis des libertés, ce pourquoi je les assimile à une mentalité totalitaire. La deuxième critique que l'universalisme adresse au communautarisme, c'est que, non content d'attenter à la liberté, il est aussi l'ennemi de l'égalité. En effet, dès lors que le statut des citoyens serait défini par des appartenances originelles, la famille, le sexe, la race, la religion, etc., ces citoyens ne pourraient plus n'être égaux en droit, puisqu'ils dépendraient de la position hiérarchique occupée par leur communauté. Ce déni de principe de la valeur d'égalité, quelles que soient les situations réelles, trouve une illustration frappante dans l'imposition systématique de la grille d'interprétation dominant-dominé, propre tant à l'identitarisme qu'au différentialisme des néo-féministes. Dès lors, en effet, que la domination n'est plus seulement un concept descriptif qu'il s'agit d'analyser, comme le font les sociologues, mais une notion normative qu'il faudrait à la fois appliquer à toute situation et dénoncer, l'inégalité entre dominant et dominé devient une donnée absolutisée, indépassable,
dans laquelle bourreaux et victimes se trouvent une fois pour toutes enfermés. Comment, dans ces conditions, se donner les moyens concrets d'aller vers plus d'égalité? On sait à présent les ravages que produit le paradigme de la domination chez les jeunes des milieux populaires, convaincus de n'avoir d'autre identité que celle de dominer et du même coup, privés des ressorts qui leur permettraient d'en sortir. Enfin, une troisième critique que l'universalisme adresse au communautarisme est qu'il constitue une atteinte à la fraternité. En effet, l'imposition d'une grille de lecture identitariste et différentialiste, couplée à la diabolisation de toute autre position, ne peut que favoriser le séparatisme. C'est ce que l'universitaire américain Laurent Dubreuil a nommé la fractionnalisation du monde social en une myriade de prises identitaires, identité d'allergique à la cacahuète, identité de blonde, etc. Le communautarisme devient alors, selon ses propres termes, un, je le cite, arsenal portatif d'accusations et de rappel à la norme, basé sur le couple culpabilisation-victimisation, équivalent moralisateur voire religieux du couple dominant-dominé, la condition de mâle blanc notamment devenant la nouvelle version du péché originel. Le communautarisme apparaît ainsi non seulement comme une faute intellectuelle, mais aussi comme une faute politique. Il est une faute intellectuelle par la non prise en compte des contextes, l'incapacité de penser la pluralité des causes, l'aveuglement aux ambivalences, l'ignorance de ce qu'on appelle en sociologie les effets de structure par lesquels les facteurs les plus explicatifs, tels les classes sociales, ne sont pas les paramètres les plus apparents, tels la couleur de peau ou le sexe, comme on l'apprend dans tous les manuels de sociologie. Et il est aussi une faute politique qu'a bien épinglé le politiste américain Mark Lilla, en imputant à ce tournant identitaire et à cette radicalisation la décomposition de la gauche et la perte d'influence du Parti démocrate aux États-Unis en raison de l'occultation des problèmes sociaux derrière les problèmes sociétaux, en particulier raciaux et sexistes. Et on peut malheureusement en dire de même aujourd'hui de ce qui est d'arriver à la gauche française. Alors, contrairement à ce que prétendent ces détracteurs, l'universalisme n'est en rien un obstacle à la lutte contre les discriminations. Car pour combattre les discriminations et favoriser ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité, il existe d'autres moyens que le communautarisme, l'identitarisme, le radicalisme néo-féministe, l'autoritarisme culpabilisateur. Il existe d'autres moyens que l'inversion de la domination, incitant les victimes à prendre la place des exploiteurs, tout ça entre guillemets. Il existe d'autres moyens que ce qu'on appelle la discrimination positive par l'imposition de quotas, qui sont forcément générateurs d'injustice puisqu'ils disqualifient le critère de la compétence et du mérite, ce grand acquis de la Révolution française, destiné à mettre fin aux privilèges de naissance et au clientélisme. La prise de conscience des discriminations et le choix de favoriser à compétence égale une personne présumée handicapée par son sexe ou par son origine sont des armes peut-être plus lentes et moins spectaculaires que les quotas, mais qui au moins ne risquent pas d'entraîner des conséquences inverses à l'effet recherché, à savoir une meilleure justice. C'est l'option universaliste. Il ne s'agit pas de nier la réalité des affiliations locales, je suis bien d'une région, d'un milieu, d'un sexe, etc. Mais il s'agit de leur adjoindre la possibilité d'opter, lorsque c'est souhaitable, pour une affiliation plus générale. Je dois pouvoir aussi me vivre et me présenter comme citoyen français ou comme chercheur, voire simplement comme être humain, indépendamment de mon sexe. Il ne s'agit pas de nier qu'il existe des différences, mais de mettre en avant ce qui rassemble. Il ne s'agit pas de renier ses convictions, notamment religieuses, mais de rester discret dans leur affichage lorsqu'elles risquent de nous couper d'une partie de nos concitoyens. Il ne s'agit pas de s'aveugler sur l'état des choses, mais de miser sur leur amélioration au nom de valeurs partagées. Il ne s'agit pas de mépriser le local, mais de préférer parfois des horizons plus larges. Et il ne s'agit pas de nier la force des intérêts individuels, mais de respecter et d'encourager l'aspiration au bien commun. Ainsi, lorsque les féministes, dont je suis,
appellent à lutter contre les discriminations sexistes, rien n'oblige à le faire en affirmant la spécificité de l'identité féminine, notamment par la féminisation systématique des termes ou l'écriture inclusive. Lorsque les antiracistes, dont je suis, appellent à lutter contre les discriminations raciales, rien n'oblige à le faire en affirmant que Black is beautiful, et moins encore que tous les Blancs seraient forcément des dominants coupables d'un racisme systémique. Lorsque les opposants à l'homophobie, dont je suis, appellent à lutter contre les discriminations en raison de l'orientation sexuelle, rien n'oblige à le faire en opposant homosexuels et hétérosexuels comme s'ils étaient antagonistes et en affichant des pratiques sexuelles relevant de la vie intime et qui ne devraient pas conditionner le statut de citoyen. Dans tous ces cas, il suffit d'affirmer l'égale dignité des êtres humains, quel que soit leur sexe, leur sexualité ou leur couleur de peau, ainsi que l'égalité de leurs droits civiques et de leur droit à voir reconnu leurs mérites, qui sont le fondement de l'équité. L'on peut donc, au nom de l'universalisme, lutter contre les discriminations avec l'aide de nos lois, tout en condamnant, comme nous devons le faire, les réunions en non-mixité tenues dans un contexte syndical, universitaire ou professionnel, en condamnant, comme nous devons le faire, la réduction systématique des personnes, quel que soit le contexte, à une identité figée dans un statut de victime immuable, ainsi que le font les adeptes de la théorie dite intersectionnelle qui réduisent toute femme de couleur au seul statut de victime du patriarcat et de la, entre guillemets, blanchité, et en condamnant, comme nous devons le faire, tous ceux qui pratiquent la cancel culture, c'est-à-dire la culture de la censure, en prétendant réduire au silence, en dehors de toute légalité, tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ce sont aujourd'hui les enjeux politiques de l'universalisme qui transcendent les clivages politiciens, car il appartient autant à la gauche qu'à la droite. Et vous aurez compris que ces enjeux ne sont pas minces, notamment aujourd'hui avec la prévalence de plus en plus envahissante de ce qu'on appelle le wokisme. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci Nathalie et Henry. Je suis sûr que cela va induire pas mal de questions. Et donc tout de suite, Hugo va prendre la parole pour nous parler un peu de wokisme versus maçonnerie, franc-maçonnerie. Hugo Nuté-Candon et Nathalie et moi, nous allons quitter la vidéo pour que nos frères et nos sœurs voient tout en plein écran. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci, cher Jean-Robert, de cette invitation et merci, madame, de votre intervention. Une petite précision biographique. L'ouvrage Jean-Robert que tu as montré tout à l'heure de géopolitique de religion n'est pas encore paru, il y apparaît dans 1 an. Donc merci du teasing avant terme. Bon, blague à part, je précise que ce que je vais dire n'engage que moi, il n'engage pas la Grande Loge de France, il n'engage pas non plus la loge, et tu en avais parlé Jean-Robert, les disciples du bien-aimé dont je suis le vénérable, et je ne vais pas non plus réagir directement à ce que vient de dire Nathalie Hennick, mais répondre à la question posée. La franc-maçonnerie est-elle compatible avec la pensée woke? Et je n'aurai pas aujourd'hui un discours directement politique, mais vous serez les seuls à en juger. Lorsqu'il m'a été proposé de répondre au sujet, j'avoue que j'étais initialement un peu dubitatif. Je ne voyais pas bien le problème de la compatibilité ou de la non-compatibilité de la pensée woke avec la franc-maçonnerie, sans doute parce que je ne comprenais pas bien ce que signifiait l'expression de pensée woke. Et je me suis plongé dans le dernier livre de Madame Hennick, le wokisme serait-il un totalitarisme? Je le montre comme ça en passant, qui est paru chez Albin Michel le mois dernier. Et là, pour le coup, je me suis posé une série de questions. Et vous y rappelez, madame, que la pensée woke devenue idéologie, le wokisme, qu'on peut traduire, écrivez-vous, par vigilantisme, vigilance, mais devenue de fait une sorte d'idéologie, repose, je vous cite, sur une injonction à l'éveil systématique envers toute forme de discrimination à l'égard des minorités, qu'elles soient ethniques, religieuses, sexuelles ou autres, et son succès, écrivez-vous, tient au fait qu'il défend des causes associées au progrès et à la justice. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben, finalement, tout va bien. Tout va bien pour moi comme citoyen, comme professionnel engagé, comme franc-maçon. A priori, rien de problématique. Être attentif aux questions de discrimination, être attentif au sort des minorités de quelque nature qu'elles soient, relève de la nécessité de l'équilibre et de la justice, sans laquelle on ne peut appliquer aucune des valeurs liées aux Lumières,
au progrès politique et aux avancées sociales de ces 3 derniers siècles, et vous en avez parlé, madame, tout à l'heure. Alors, si on revient un peu aux fondamentaux pour le franc-maçon de base que je suis, dans la Constitution de la Grande Loge de France, la franc-maçonnerie est définie, je cite, comme un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la fraternité. Et si on définit la fraternité comme une pensée en acte par laquelle je reconnais l'autre comme mon égal, comme une sorte de miroir de mon humanité, un miroir dans lequel je peux me reconnaître ou ne pas me reconnaître, mais en tout cas l'autre est un individu auquel je ne peux pas nier le droit à exister, le droit à vivre ou le droit à s'affirmer du moment qu'il respecte la réciproque, alors l'idée d'être attentif aux discriminations à l'égard des minorités ne me pose évidemment aucun problème. Ça ne me pose aucun problème, mais à quelques conditions. La première de ces conditions, c'est que l'égalité en loge implique une égalité complète. En loge, je suis ce que je suis. Mon identité personnelle est d'abord celle que je me construis, et aussi ce que j'accepte ou ce que je sens mienne dans l'héritage qui vient de mes parents, de mes grands-parents et la suite. Un petit mot personnel, mon père est français, mais lointain, puisqu'on parlait tout à l'heure des origines des uns et des autres, mon père est français, mais lointain descendant d'immigrés catholiques venus d'Allemagne à l'époque de la reconquête catholique du début du XVIIe siècle. Est-ce que je dois me définir par rapport à cet héritage? Je serais un peu allemand. Je parle volontairement d'héritage et non pas de filiation, parce que les faits sont tellement lointains qu'ils n'ont pas pour moi de conséquences directes sur aujourd'hui. Ma mère, de l'autre côté, est portugaise, descendante de colons installés plusieurs générations en Angola avant l'indépendance du pays en 1975. La famille possédait des hôtels sur la corniche littorale de Luanda, bien avant la guerre d'indépendance. Est-ce que je dois me définir par rapport à cet héritage et éventuellement demander pardon pour les crimes réels du processus colonial portugais en Angola? Je n'y ai rien fait, moi, et ma mère non plus, et mes ancêtres non plus, qui ont quitté le pays d'ailleurs quand elle avait 5 ans, il y a maintenant très longtemps. Donc, en loge, je suis ce que je suis, en partie par la transmission familiale d'un passé sur lequel on a pu faire peser ou non un poids, en partie aussi parce que j'ai fait de mes jours et de mon rapport au monde, qui n'appartient cette fois qu'à moi, et en partie par la manière dont on peut me regarder, dont on peut me jauger, dont on peut me juger, m'en faire part, et me pousser là aussi à modifier le regard que je porte sur moi-même. Donc, finalement, mon identité, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit d'un processus multiple, mais toujours actif, et je le crois en mouvement constant. S'il y a un psychanalyste qui nous écoute parmi la centaine de personnes qui sont là, qu'il me dise ce qu'il en pense tout à l'heure. Donc, première condition, l'égalité en loge. Elle implique que l'on accepte l'autre tel qu'il est et d'une nature nécessairement mouvante. Je change, les autres aussi, je crois que ça s'appelle le temps, en fait, d'ordinaire, mais si les autres ont une nature changeante et mouvante, moi aussi j'ai une nature changeante et mouvante, je ne suis pas sûr qu'on puisse m'identifier dans une essence qui, elle, serait identitairement installée constamment. La deuxième condition, elle est liée à l'objectif de nos réunions en loge, qui à la fois ont pour moi une fonction d'éveil, mais aussi une fonction d'épanouissement personnel. Alors, un épanouissement personnel dans un cadre collectif, mais c'est quand même un épanouissement personnel. Et la fonction d'éveil de la pratique maçonnique pourrait permettre de dire, pour reprendre l'étymologie stricte du mot, et pardon pour la provocation, que la franc-maçonnerie est woke par principe, parce qu'elle stimule l'attention aux gens, l'éveil à des sujets ou à des approches nouvelles, et une vigilance à tous pour que chacun puisse s'épanouir dans des conditions qui ne restreignent pas la liberté de penser, penser comme verbe, penser ER. Et c'est là, en fait, c'est une provocation évidemment dans les mots, mais c'est là que la question de savoir à quoi sont destinés les travaux en loge se pose. Est-ce qu'il s'agit d'en faire un creuset dans lequel pourrait s'exprimer la totalité des idées possibles et sans filet? Est-ce qu'il s'agit de faire d'une loge la représentation conforme de la société? Ou est-ce qu'il s'agit de donner aux membres d'une loge des objectifs de transformation de la société à laquelle tous seraient censés adhérer? Je travaille à la Grande Loge de France, au rite écossais ancien et accepté depuis presque 20 ans maintenant. Je travaille sur moi-même en écoutant et en cherchant à entendre les pensées de mes frères en loge et en partageant avec eux mes pensées du moment qui ont changé et qui changeront. Ma pensée est donc par nature, je parle volontairement de pensée, ma pensée est donc par nature instable, en modification constante, même si mes principes peut-être, et en tout cas mes valeurs fondamentales ne changent pas beaucoup, elles sont
en effet miroir constant des autres. Je ne comprendrais pas que nous soyons comme des soldats à qui l'on dit « tu dois penser ainsi pour pouvoir changer la société de telle ou telle manière ». Impossible en loge de se voir imposer une pensée. Qu'il y ait des règles communes de fonctionnement, oui, ça c'est indispensable. Qu'il y ait des freins dans l'énonciation d'un certain nombre d'idées, sans doute aussi parce qu'il ne s'agit pas d'énoncer ce qui pourrait être un délit, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, et des freins, oui, également parce qu'il faut savoir s'exprimer pour pouvoir être compris. On appelait ça autrefois la bienséance, la pédagogie. Ignace de Loyola appelait ça « faites-vous tout à tous ». Bon, comme dans tout groupe social, le langage crée un filtre entre ma pensée brute et l'écoute de l'autre. Et c'est pour ça qu'en maçonnerie, nous utilisons le langage symbolique. Nous travaillons à partir de symboles pour faire en sorte que sur les mêmes bancs, sur les colonnes, l'artisan et le professeur d'université en loge parlent avec les mêmes mots et se comprennent. Donc, on peut parler de tout du moment que l'on construit par le langage la capacité à être compris. Comprenons-nous, cette nuance que j'apportais n'est pas une censure, mais il faut créer un langage qui permette l'échange. Autrefois, on appelait ça la civilisation. Donc, si nous construisons un langage commun, chacun peut s'exprimer tel qu'il est. Il n'y a donc pas de nécessité pour une loge et ça n'est que mon avis, il n'y a donc pas de nécessité pour une loge de représenter la société, sinon elle aurait pour objectif de la représenter, cette société, et éventuellement, comme groupe, de transformer cette société. Or, le langage symbolique à partir duquel nous travaillons part de moi-même. Et le travail que nous menons est un travail individuel qui est instable par nature. Je ne pense pas aujourd'hui les mêmes choses qu'il y a 20 ans. Et nous ne sommes pas des petits soldats en ordre de bataille. Nous appartenons, je reprends l'expression de tout à l'heure, à un ordre initiatique, c'est-à-dire que nous travaillons dans un cadre dont l'objectif est d'initier et de permettre les conditions du travail. Ce n'est pas un ordre politique dont l'objectif serait de gérer ou de transformer la société. Moi, comme homme, seul, je m'engage comme je l'entends, mais la loge, elle, n'a pas vocation à participer à la transformation du monde. Sinon, elle m'imposerait une manière de penser, des idées obligatoires, un dogme, et censurerait éventuellement mes idées ou je m'obligerais à censurer une partie de mes idées. La seule censure que je pourrais accepter, le mot est trop fort, mais la seule censure que je pourrais accepter vient des mots que j'utilise en loge, qui visent à être compris et non pas à obliger les autres à changer. Donc, ni dogme, ni censure, mais une bienséance pour que l'échange soit possible. Et ainsi, comme franc-maçon, je vis dans des loges qui n'ont pas besoin de représenter la société telle qu'elle est, même si nous pouvons être attentifs à ce que les idées qui circulent viennent de milieux sociaux et culturels différents pour enrichir la pensée de chacun. Il n'y aurait rien de pire qu'une loge où tout le monde viendrait d'un même milieu, ce serait évidemment sclérosant. Donc, je reprends les conditions de départ. Une égalité entre les frères en loge qui permettent à chacun d'être tel qu'il est et sera, et certainement pas de l'uniformisation. Une égalité et une fonction d'éveil qui s'expriment par un langage commun spécifique autour du travail sur les symboles, il faut un langage commun, et une égalité, une fonction d'éveil et une organisation collective qui permettent, par le respect des règles de bienséance, une confiance réciproque et un épanouissement personnel. Donc, je viens en loge, finalement, avec mon identité. J'y viens en sachant que si je respecte les règles et le souci de l'entendement par les autres, j'y serai écouté et j'y serai entendu, et ceci dans un cadre général qui est celui d'une liberté non pas anarchique, mais une liberté structurée. Comme ça, les autres ne sont pas bloqués dans leur propre liberté de me comprendre. Une loge est donc finalement une communauté politique au sens ancien, un regroupement d'hommes qui utilisent des règles communes. Et ces règles communes doivent assurer à chacun sa liberté de penser, une liberté structurée d'expression, une égalité complète des membres par un langage commun. Alors on pourrait peut-être plutôt dire équité, parce que notre nature est finalement de nous comparer, et une fraternité qui en est à la fois l'origine, nous sommes tous initiés, et aussi un effet. Nous sommes tous acceptés les uns les autres, et c'est ça qui crée la fraternité. Donc si la pensée woke relève, pour reprendre le sujet, si la pensée woke relève de l'attention portée aux discriminations pour qu'elles soient le moins possible exprimées et que la pensée woke a pour but de favoriser l'épanouissement de tous, si elle n'est qu'une vigilance apportée aux conditions d'épanouissement de tous, on ne peut pas ne pas y être favorable. S'il s'agit de respecter les idées universelles sur lesquelles nous nous appuyons, la liberté, l'égalité, la recherche du bonheur, le sens de la justice, la liberté de croire et de ne pas croire, d'exprimer ou non ces idées dans un cadre respectueux des autres,
liberté de croire et cadre respectueux, c'est ce qu'on appelle la laïcité, la possibilité d'exprimer un avis, d'évaluer, de juger, de décider, sans dogme et sans contrainte morale autre que mon éthique, alors je ne peux qu'être favorable à ça. Le problème, si je suis ce que Nathalie Hennig et d'autres expriment, les effets de la pensée woke, et que cette pensée woke s'appuie sur l'affirmation de mon identité contre les autres, sur une idéologie qui empêche la libre expression des contraires et sur une censure a priori, ce qui interroge aussi le droit. Si la pensée woke, c'est ça, elle est le contraire de nos intentions, le contraire de nos pratiques et de ce qui permet le fonctionnement même de nos loges. La construction d'une éthique individuelle par une réflexion commune sans dogme. C'est ça qu'on fait. On construit une éthique individuelle par une réflexion commune sans dogme. Donc, si les autres me disent a priori ce qu'est mon identité, je ne peux plus être libre, je ne suis plus maître de ma propre identité et je deviens esclave. Si les autres m'empêchent de m'exprimer, comment est-ce que je pourrais me transformer, c'est-à-dire être un humain et non pas un être inanimé? Si les autres censurent mes pensées avant même que je ne les exprime a priori, en partant du principe qu'elles sont mauvaises à cause de qui je suis, c'est la question du différentialisme dont vous parliez, madame, comment est-ce que je pourrais les vivre et ainsi me transformer? Et surtout, quelle vision, et là je les plains, quelle vision ont ces censeurs d'eux-mêmes et de leur capacité à se transformer? Là, je m'interroge sur l'humanité de ceux qui utilisent ces termes-là et ces pratiques-là. Si la pensée woke, c'est ça, finalement, un communautarisme discriminant et hiérarchisant, qui nie ma liberté de conscience et d'expression respectueuse de la liberté des autres, alors elle est pour moi contraire à l'universalisme sur lequel repose notre fonctionnement, et elle serait dans ce cas incompatible avec la franc-maçonnerie telle que je la vis. Voici, et ça n'est que mon avis. J'ai dit, comme nous disons en loge. Merci Hugo de cette profession de foi. Et on voit bien finalement qu'en maçonnerie, nous avons une formule qui nous invite à nous méfier du piège des mots. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, quand on parle de quelque chose, de passer un petit peu de temps aux définitions. Effectivement, si le wokisme était et n'était que la lutte contre les discriminations avec des moyens raisonnables, légaux, etc., il n'y aurait aucun problème. Le problème, c'est que certains ont une définition de cette lutte qui n'est pas du tout dans un sens universaliste, de bienséance, comme tu l'as dit. Donc finalement, la difficulté, c'est de ne pas juger une pensée sur ses intentions, mais une pensée sur ses actes et sur ses convictions. Et on retombe là sur le traditionnel débat entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est donc une éthique, bon, ça n'est pas à Nathalie que je vais parler de Max Weber, mais c'est une éthique qui est fondée sur les intentions. Quand les intentions sont louables, et donc nous sommes dans l'éthique de conviction, alors que l'éthique de responsabilité, c'est quand même une éthique qui se pose la question des conséquences. Si pour diffuser le bien sur le souverain bien sur la terre, j'extermine tous les représentants que je qualifie membres du souverain mâle, il n'est pas sûr que je fasse œuvre d'œcuménisme de pensée et de comportement. Donc, finalement, ces notions méritent effectivement d'être interrogées. Donc, si Nathalie peut revenir à l'image, maintenant, nous allons basculer sur les questions que je vais vous reformuler. Alors, je rappelle une dernière fois à nos amis et à nos auditeurs qu'il faut poser les questions dans l'onglet Q&R. Comme ça, nous pouvons les traiter facilement. Alors, on va peut-être tout de suite évacuer une première question qui a l'air de se formaliser de la notion de race. On a Edgar Machak qui a l'air de s'étonner qu'on parle de race en parlant de l'espèce humaine. Alors moi, je vais donner mon point de vue. Les hommes, l'humanité n'est pas une race, c'est une espèce. Est-ce que pour autant, le mot race, qui a évidemment été diabolisé à partir d'une théorie de la hiérarchie des races supérieures, des races inférieures, etc., est-ce que cette notion n'existe pas? Moi, j'ai toujours vu, sur le point de vue des biologistes, par exemple, des anthropologues,
qu'il y avait des caractères biologiques, qui en particulier se transmettaient de génération en génération, qu'on pouvait qualifier soit d'ethnie, soit de race. Donc je pense qu'il ne faut pas être victime du piège des mots et penser qu'il faut évacuer à tout prix le mot race, parce que si on évacue ce mot race, alors quid du racisme, puisque le mot n'existe plus, quid du racialisme, qui est une espèce de dérive, j'allais dire wokiste de la critique de la hiérarchie des races, etc. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur ces mots. Mais si Madame Hennig veut dire quelque chose là-dessus. Oui, je suis d'accord avec vous. J'avais d'ailleurs publié une tribune dans Libération il y a quelques années pour m'insurger contre le projet de suppression du mot race de la Constitution, et notamment au motif que du coup on ne pourrait même plus parler d'antiracisme, ce qui est quand même un peu paradoxal. Je crois qu'il ne faut pas confondre les connotations racistes que a pu prendre le mot race à une certaine époque, qui est une époque quand même largement révolue, et le constat du fait qu'il y a des différences de couleur de peau, par exemple. Alors ensuite, la question des fondements biologiques de ces différences, on peut la laisser aux biologistes, mais le constat trivial qu'il y a différence de couleur de peau entre les êtres humains ne peut pas faire l'objet d'un déni, ou alors on nage dans la totale confusion. Donc moi, je suis pour pouvoir continuer à utiliser ce terme, à condition, encore une fois, de le nettoyer d'éventuelles connotations hiérarchiques. Hein. C'est le seul problème, en fait. Hein. C'est la façon dont le terme a été imprégné de hiérarchie. Et on voit comment, d'ailleurs, les woke, après avoir, donc les mêmes qui se présentent comme woke aujourd'hui, enfin en tout cas comme porteurs des revendications woke, étaient pour la suppression du mot race il y a une dizaine d'années, hein, et aujourd'hui remettent en avant ce mot-là sous le terme de racisé, racialisé, etc., pour mieux lutter contre les discriminations. Donc les woke ne sont pas une contradiction près, mais là on en voit un exemple évident. Moi, je voudrais juste récapituler un peu les choses par rapport à ce qui a été dit sur le rapport disons, aux valeurs de la maçonnerie. Pour moi, le wokisme est attentatoire aux trois grandes valeurs mises en avant par la maçonnerie et par la République française, à savoir la liberté, l'égalité et la fraternité. Pourquoi? Parce qu'il préconise l'annulation ou la censure de tout propos qui serait considéré comme relevant d'une forme de discrimination. Donc, c'est une forme de censure de fait, hein, exercée non pas par les magistrats, par les représentants des citoyens, enfin, donc pas de façon démocratique, mais par des groupes de citoyens, donc en fonction de rapports de force. Donc déjà, c'est une atteinte à la liberté, et c'est aussi une atteinte à la liberté puisque, comme je l'ai dit, il enferme a priori les gens dans des affiliations communautaires dont les gens se retrouvent prisonniers. Par exemple, une femme noire se retrouve prisonnière de son identité de victime de l'intersectionnalité. Pour moi, c'est quand même très attentatoire à la liberté. C'est aussi attentatoire à l'égalité puisque dans le communautarisme woke, les individus n'ont de droit qu'en tant qu'appartenant à des communautés et non pas en tant qu'individu, en tant que citoyen. Et du même coup, la question de l'égalité est subordonnée à leur appartenance à des communautés et du même coup, il n'y a plus cette égalité de principe conférée a priori à tout citoyen, et donc il y a une atteinte à l'égalité sous couvert, et c'est là la perversité du mouvement woke, de favoriser la lutte contre les discriminations, donc l'égalité. Hein, c'est une méthode inégalitaire de lutte pour l'égalité. Voilà, c'est là où c'est très pervers. Et puis c'est aussi une atteinte à la fraternité parce que ce communautarisme implique une fragmentation du monde social, une division entre dominants et dominés, entre victimes et bourreaux, une lecture unilatérale en termes de victimisation et culpabilisation, qui, à mon avis, est évidemment un facteur de séparatisme, de fragmentation et donc d'atteinte à la fraternité. Donc, je ne vois pas comment on peut être un franc-maçon et adhérer non pas aux objectifs affichés du wokisme, la lutte pour
davantage de justice ou d'égalité, mais à la réalité de la façon dont ces causes sont menées par le wokisme, c'est-à-dire des méthodes qui, à mon avis, sont inacceptables. Vous voulez dire un mot là-dessus, Hugo? Oui, c'était juste pour... je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est simplement que je voudrais revenir sur un peu la définition, mais surtout la perception des mots qu'on a autour de la question de la race, parce que le terme relève d'un langage politique. Et autant au XVIIIe siècle, la question est restée ambiguë. C'est comme Dieu en maçonnerie, hein, sur des thématiques qui peuvent revenir et interroger en permanence. Le wokisme s'inscrit dans un contexte, enfin, la pensée woke et le wokisme s'inscrivent dans un contexte qui est celui d'un fonctionnement communautaire dans lequel la division est la nature du fonctionnement politique. Nous considérons plutôt la dimension universelle. Donc évidemment, on va penser une seule race humaine. Tous les scientifiques disent aujourd'hui qu'évidemment, il n'y a pas différentes races. La question ne se pose pas. C'est une affaire de perception, une affaire de construction de groupe et une affaire finalement de construction d'un rapport à l'histoire, d'un rapport aux relations complexes, historiques entre les gens de couleurs de peau différentes dans un contexte qui est celui de la colonisation et de la décolonisation. Donc on a un rapport à l'histoire, on a un rapport à la couleur de peau et on a un rapport aux termes politiques utilisés qui font de toute façon toujours polémique. Donc l'intérêt, c'est de le définir en permanence. Mais lorsque les penseurs du wokisme utilisent le terme de race, ils l'utilisent dans le sens anglo-saxon du terme, qui est un principe de fait séparateur. Alors que nous l'impliquons dans un sens universaliste, c'est-à-dire qu'il y a une seule race humaine. Je comprends tout à fait, Jean-Robert, ce que tu disais sur le 19e siècle et la manière de penser le politique et le biologique, mais de fait, dans la perception de nos contemporains, il ne peut pas y avoir plusieurs races humaines. Si on considère qu'il y a plusieurs races humaines, il y a de fait une division par essence biologique qui est sous-entendue dans le discours. C'est là que vient l'ambiguïté du terme, et donc bien définir les termes permet d'éviter de mal se comprendre derrière. L'autre élément que je voulais dire beaucoup plus rapidement, c'est qu'effectivement, dans l'idée de la pensée woke et du wokisme, j'aime bien séparer les deux, mais l'idée de la pensée woke et du wokisme, il y a l'idée de l'essentialisation du bien et du mal. Parce qu'on est de tel groupe, on va être naturellement du côté d'un mal naturel, si j'ose dire. On est, par essence, je suis un mâle blanc hétérosexuel occidental, donc je vais être nécessairement dans le camp du mal. Et c'est cette différenciation qui me fait penser bigrement au marxisme du XXe, une certaine forme d'utilisation du marxisme, du stalinisme, du maoïsme au XXe siècle, pardon, qui séparaient aussi facilement. Donc, toutes les idéologies, en réalité, depuis plusieurs siècles, ont tendance à séparer les gentils et les méchants, le bien et le mal, le nous et les autres. Et l'universalisme s'oppose complètement à ça. Donc, cette essentialisation, elle me paraît destructrice de ce que nous appelons la civilisation et qui fait qu'on peut se parler et se transformer les uns les autres. Et dernière chose, un dernier point autour de ce que vous disiez, madame, sur la question des rapports de force. En disant finalement, nous, en loge, notre objectif, c'est justement qu'il n'y ait pas de rapport de force. C'est justement de construire par un langage le fait qu'il puisse y avoir un véritable échange et une absence complète de rapport de force, qui voudrait dire qu'il y aurait une hiérarchie. Les hiérarchies en loge sont des hiérarchies fonctionnelles. Il y a le vénérable maître, les officiers et ensuite chacun des frères. Ou une hiérarchie de degré d'initiation, apprenti, compagnon, maître, etc. Mais il ne peut pas y avoir de hiérarchie qui relève de l'essence. Si on hiérarchise par rapport à l'essence, on n'est plus du tout dans la franc-maçonnerie. Il y a quelque chose qui est une forme d'application dans un groupe fermé des différenciations extérieures, et dans ce cas-là, c'est plus du tout de la maçonnerie, c'est autre chose. Oui, et pour conclure et clore le débat, la réflexion sur la notion de race, nous avons une formule dans le rite écossais ancien et accepté qui dit « Il ne faut pas prendre les mots pour des idées, mais toujours trouver l'idée sous le symbole ». Et donc, c'est un bon principe que tout le monde devrait s'appliquer. Alors, une deuxième question, alors là, c'est toujours une espèce de pont aux ânes, la notion de différence entre principe et valeur. Il y a Zulia Malki qui pose la question, est-ce que l'universalisme est plutôt un principe ou plutôt une valeur? Vous avez 4 heures. Nathalie. Je dois dire que je pratique pas beaucoup cette distinction parce que tout dépend des contextes, selon qu'on est dans un contexte juridique ou dans un contexte politique, dans un contexte moral. Mais fondamentalement, je ne suis pas favorable à l'évitement systématique du mot valeur. J'ai écrit plusieurs livres sur la définition sociologique de la notion de valeur, dont je pense que c'est une dimension fondamentale de notre rapport au monde. Les valeurs sont des représentations de ce qui doit être, hein, des représentations
plus ou moins partagées. Et donc, dès lors que l'on définit les valeurs comme des représentations partagées, on se débarrasse de la conception métaphysique de la valeur comme étant une chose en soi qui existerait indépendamment de nos esprits. Et du coup, on peut travailler concrètement sur le rapport que nous entretenons avec les valeurs sans risquer de se voir taxé d'essentialisme ou de naïveté, ou etc., etc. Donc moi, je n'ai absolument aucune réticence, bien au contraire, à utiliser le mot valeur qui a été énormément sous-utilisé en sciences sociales parce que, encore une fois, il a été beaucoup identifié à une métaphysique philosophique. Dès lors qu'on le rapatrie dans le champ des représentations et de l'étude des représentations qui fait entièrement partie des sciences sociales, il n'y a aucun problème à utiliser le mot valeur. Alors, dans certains cas, on dit plutôt principe, mais franchement, la différence ne me paraît pas fondamentale. Il y a une remarque et une question de Solange Darkis qui finalement n'est pas si éloignée de notre débat. Voilà ce qu'elle nous dit. La Convention européenne des droits de l'homme est d'inspiration du droit anglo-saxon qui privilégie les droits individuels par rapport à l'organisation proposée par la laïcité française. Peut-on dire que cela ne peut que conduire à un conflit irréductible entre ces droits de l'homme et la laïcité, et quel camp faut-il choisir ? Oui, c'est une question compliquée, mais je pense que la grande différence entre les conceptions du politique de type américaine multiculturaliste d'un côté et de type française républicaine de l'autre, c'est que aux États-Unis, la liberté individuelle est absolutisée contre l'État. L'État est considéré a priori comme l'ennemi de la liberté individuelle. Or, en France, nous considérons plutôt que l'État est le protecteur des libertés individuelles et notamment de la liberté de conscience contre l'emprise des collectifs, des religieux notamment, politiques, etc. Bon. Et donc, l'idée que l'État serait le garant de la liberté individuelle via notamment la loi sur la laïcité est une idée incompréhensible aux anglo-saxons qui ne savent d'ailleurs pas traduire laïcité. Ils disent secularism, mais ce n'est pas la même chose. Secularism, c'est la tendance à l'éloignement par rapport aux religions. Or, la laïcité n'est pas un éloignement des individus par rapport aux religions, c'est une suspension des appartenances religieuses dans un contexte précis qui est le contexte civique. Bon. Voilà, donc moi, c'est comme ça que je vois la différence et je suis évidemment une fervente partisane de la défense de la laïcité parce que elle est, me semble, et de la défense de la laïcité garantie par l'État, parce qu'elle me paraît le meilleur bouclier face au risque d'emprise par des communautés, notamment des communautés de croyance, comme c'est le cas aux États-Unis, où on voit d'ailleurs, Jean-François Bronstein a écrit un livre intitulé « Le wokisme est une religion », et d'autres estiment que ce serait plutôt une secte, mais en tout cas, on voit bien les dimensions quasi-religieuses de l'adhésion aux thèses woke, et on voit bien là qu'il y a une affinité très nette entre la culture anglo-saxonne ou américaine de l'absolutisation de la liberté individuelle, mais sous couvert d'appartenance à des communautés. Et c'est là qu'il y a une différence fondamentale avec la culture française. Et un mot pour accompagner ce que vous dites à propos du droit européen. Le droit européen est d'essence anglo-saxonne. Pas vraiment en réalité, il est d'essence lié à l'ensemble des droits qui ont fondé ces systèmes-là, mais il repose beaucoup sur la jurisprudence, qui est en fait l'élément principal de fonctionnement de la justice anglo-saxonne. Donc par nature plutôt instable par rapport au droit qui est le nôtre, qui est plutôt fondé sur les principes. Donc lorsqu'on raisonne par rapport au fonctionnement aujourd'hui des rapports entre universels et communautés, effectivement l'objectif du droit est de juger un individu dans un cadre donné qui a pu commettre un crime, etc., etc. Il faut décorréler la justice des hommes d'une certaine manière avec le fonctionnement qui est celui de nos principes individuels, de nos valeurs, si on veut. Moi, j'ai du mal aussi à distinguer principe et valeurs de ce point de vue-là. Le principe est plutôt structurant, les valeurs sont plutôt mouvantes. C'est un peu comme ça que je les entends moi. Donc, autour des questions de droit, en réalité, un même juge peut
à quelques années près, sur des cas relativement semblables, avoir des points de vue qui peuvent être un peu différents. Donc c'est cette instabilité naturelle du droit qui donne le sentiment peut-être qu'à l'échelle européenne, les droits collectifs seraient moins bien défendus que les droits individuels et que les droits individuels seraient un peu plus attaqués. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi je veux dire, faire confiance à la justice de son pays, ça d'accord, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il faudrait peut-être surtout que le politique s'empare du judiciaire, ce qui, à un moment donné, interroge aussi ce qu'est le fonctionnement de la justice dans un certain nombre d'États. Et la justice européenne, de fait, c'est aussi la coagulation de l'ensemble des justices nationales. Donc, interrogeons-nous sur le fonctionnement de la justice en France, sur les principes et les valeurs organisatrices de la justice en France, pour tenter d'y mettre, pour le coup, un peu plus de laïcité dans le sens, comme vous disiez, madame, non pas de « je m'affirme contre les autres », mais « je suis souvent mon jugement à partir du moment où ce jugement concerne le collectif et non pas moi-même ». Puisqu'on fait une petite incidence sur la justice, un des principes fondamentaux de notre justice, que je qualifierais de justice occidentale, c'est qu'elle dénie toute valeur à la notion de culpabilité collective, et en particulier à toute culpabilité collective à travers le temps. Donc, comment ces fondamentaux de la justice, que je qualifie d'occidentale, parce que je suis pas, la justice c'est tout sauf une valeur universelle, puisqu'elle dépend du contexte, comment concilier ces valeurs avec la notion de repentance qui fait que nous porterions une part de responsabilité pour laquelle nous devrions nous excuser des crimes commis il y a 2, 3, 4 siècles, etc. Moi, je dis souvent, je n'ai tué personne pendant la Saint-Barthélemy, je n'ai torturé personne pendant la guerre d'Algérie, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi on vient me chercher là-dessus. Et un des problèmes du wokisme, c'est effectivement de globaliser cette culpabilité sur des groupes qui, par définition, seraient coupables de ce qu'ils font, mais aussi de tout ce qui a été fait au motif que c'est des membres de leur groupe qui ont commis ces exactions. Donc, cette notion de repentance, qui paradoxale, c'est le seul endroit où il n'y a pas de cancel culture. On ne veut pas abolir le passé, parce que là, on veut nous le ressortir régulièrement. Donc, je trouve que cette notion est effectivement quelque chose qu'il faut combattre. Voilà, c'était mon... Elle est en effet tout à fait en droite ligne avec le communautarisme, hein, puisque l'individu étant défini par son appartenance à une communauté, la notion de culpabilité collective peut apparaître. Elle est aussi en droite ligne avec les dérives staliniennes, maoïstes, etc., où le simple fait d'être né dans un milieu bourgeois vous exposez à devoir vous en excuser, voire à devoir expier ce péché originel. Donc on voit bien les accointances très fortes que j'ai essayé de mettre en évidence dans mon livre, entre cette conception communautariste antérieure à la culture des Lumières, du statut des individus, et des formes de dérives totalitaires que nous avons connues au XXe siècle. Et je pense qu'il faut absolument refuser qu'il puisse y avoir la moindre culpabilisation des individus pour des actes auxquels ils ne peuvent rien, puisque ce n'est pas eux qui les ont commis, qui est absolument contraire à notre notion, aux bases, aux principes de notre justice. Et je pense qu'il faut vraiment rester fermement attaché à ce principe de l'individualisation de la responsabilité et du même coup des peines, parce que sinon, on en revient à des formes tribales, claniques, ou de vendetta, etc., où l'individu est pris systématiquement dans des oppositions communautaires auxquelles il ne peut rien et qui l'enferment à vie dans des formes de responsabilité qui n'ont rien à voir avec la responsabilité individuelle. Donc là, on est vraiment dans une forme de régression dont je comprends mal que les partisans de cette repentance puissent ne pas voir à quel point c'est problématique. Hugo ? Oui, il faut bien qu'on distingue le fait qu'il y ait d'un côté la justice judiciaire, si j'ose dire, celle des tribunaux qui jugent des individus pour des faits qu'ils ont commis, uniquement les faits qu'ils ont commis et rien de plus, et le fait que cette
cette idée de repentance interroge la mémoire collective et le fait qu'il y aurait des bons et des méchants. Et le problème, c'est la deuxième phrase, c'est qu'il n'y a pas de bons et de méchants dans l'histoire. Sinon, les Allemands sont perpétuellement les héritiers des nazis, ils sont des nazis potentiels. On ne s'en sort pas dans cette affaire-là. Il ne peut jamais y avoir de réconciliation, il ne peut jamais y avoir de stabilité, il ne peut jamais y avoir de coopération et finalement de développement commun. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y aurait une justice occidentale et non pas une justice universelle, parce que je ne vois pas comment, Jean-Robert sourit parce qu'il sait que c'est un vieux débat, mais je ne vois pas comment il peut y avoir une justice strictement occidentale, si ce n'est l'attachement à l'idée universelle qu'on ne peut juger en droit que les individus pour les actes qu'ils ont commis eux-mêmes et non pas être soi-même tributaire d'actes commis par la famille, par le groupe, par le clan, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là, ce sont plutôt des pratiques judiciaires que des principes judiciaires dans lesquels le système occidentalo-anglo-saxon dit universel à partir de 1945 avec l'ONU, étant au monde entier. De ce point de vue-là, si on dit qu'aujourd'hui la justice universelle telle qu'on l'entend est héritée d'une vision occidentale de la justice, en fait judéo-chrétienne, dans ce cas-là, ou en tout cas occidentale dans ce cas-là, d'accord, mais le fait de dire qu'il y aurait une justice occidentale et des justices particulières ailleurs, là pour le coup je ne peux pas être d'accord. Moi, je voudrais ajouter une chose à propos de la question de la repentance, non pas sur le plan de la justice ou sur le plan de la politique, mais sur le plan psycho-affectif, des profits que retirent ceux qui exigent la repentance d'autrui en les culpabilisant. Parce que cette idée que nous serions coupables par principe dès lors que nous appartenons à une soi-disant communauté qui aurait commis des exactions est une façon d'enfermer toute notre vision du monde dans le couple victime-coupable et de faire des victimes des créditeurs a priori et à jamais des soi-disant bourreaux qui seraient coupables des crimes de leurs ancêtres. Et donc, on est vraiment dans une logique psycho-affective de la culpabilisation qui est la première porte d'entrée dans l'emprise. On sait très bien que toutes les formes d'emprise psycho-affective, que ce soit au sein des familles, des couples ou même au sein du monde politique, passe par la culpabilisation. Or, le wokisme est une entreprise systématique de construction de culpabilité via le prisme de la victime qui est absolument prépondérant et qui est le seul prisme par lequel on voit le monde social. Donc, je pense qu'il faut avoir en tête aussi cette question-là. J'ai bien entendu la remarque de Hugo sur le caractère non occidental d'une justice avec un grand J et sous forme d'absolu et d'idéal. Mais je ne poserai pas la question de Nathalie Glarner qui nous dit « Quid du wokisme en Iran et en Afghanistan ?» Alors, je ne suis pas sûr que l'intersectionnalité qui inclut tous les mouvements LGBT ait une grande espérance de succès en Iran et en Afghanistan. Mais c'est un point de vue… Aucune. Par contre, moi, j'aimerais bien que les woke se préoccupent un tout petit peu plus de ce qui se passe en Iran et en Afghanistan, notamment en matière de statut des femmes. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas, tout simplement parce que le wokisme est imbibé d'islamo-gauchisme, c'est-à-dire de l'idée que les immigrés seraient les nouveaux prolétaires et que donc il faut les défendre quoi qu'il arrive, y compris en ne s'indignant pas des dérives islamistes, et je ne parle pas de l'islam mais de l'islamisme, et du même coup, les woke sont en général extrêmement muets dès lors qu'il est question de problèmes liés à soit l'antisémitisme musulman, soit le sexisme musulman, soit l'homophobie musulmane. Ils sont vent debout dès lors qu'il y a du sexisme, du racisme ou de l'homophobie, sauf lorsque ça vient du monde musulman, parce que l'islamo-gauchisme est une des composantes fondamentales du wokisme. Alors là, j'ai une question de Christian Roblin, qui est le président du Collège maçonnique, qui va faire éminemment plaisir à Nathalie. Comment lutter contre cette idéologie qui a remplacé le marxisme primaire qui s'évitait naguère, et pourquoi, souvent, les institutions universitaires en sont-elles complices et les enseignants apeurés, sinon complices? Là, je vous laisse, Nathalie. J'essaye d'en parler un peu dans mon livre. C'est vrai qu'un des grands problèmes du wokisme aujourd'hui, c'est que contrairement au gauchisme des années 70, il ne concerne pas que quelques groupuscules de militants, mais il a profondément
imprégner les institutions, notamment les institutions européennes qui donnent des subventions absolument énormes à des initiatives totalement woke, mais aussi les institutions de la recherche qui multiplient des appels à projets, des ouvertures de chaires, etc., sur des thèmes woke. Et là, il y a vraiment une vigilance qu'il faudrait avoir, parce que, là encore, probablement, en raison de cette forme de culpabilisation qui est un outil absolument d'une efficacité redoutable, beaucoup d'institutions n'osent pas s'opposer à des demandes woke, de peur de passer pour droitière, voire d'extrême droite, indifférente aux discriminations, etc., etc. Donc, comment s'opposer? Ben, moi, je le fais avec mes moyens, c'est-à-dire en écrivant des articles et des livres, en donnant des conférences, et je pense qu'il faut s'y opposer par une vigilance extrême et par le refus de ce chantage qui voudrait que dès lors qu'on s'opposerait à l'écriture inclusive, qu'on s'opposerait à l'idée qu'il y aurait un privilège blanc, qu'on s'opposerait à l'idée que tous les hommes blancs seraient par définition d'horribles coupables de sexisme et de racisme, etc., etc., eh bien, on serait forcément sexiste, raciste, etc. Il faut refuser ce chantage. Oui, c'est bien du chantage. Juste un mot, parce que là, j'ai une pensée pour les maires de Bordeaux et Nantes, qui depuis 20 ans ont été régulièrement attaqués par tout un ensemble de groupes dans tous les sens, au nom de l'histoire de leur ville, qui s'est enrichie en partie du commerce triangulaire et de la manière dont fonctionnaient les systèmes d'échange d'esclaves dans l'océan Atlantique. Et la réponse a été extrêmement compliquée à mettre en place, mais finalement, ce qui en a été déduit, c'est de dire il ne faut pas répondre à des questions biaisées politiquement par des réponses biaisées politiquement, mais y répondre par le savoir. Et je trouve que la meilleure réponse qui a été donnée à Bordeaux et à Nantes, c'est de changer les petites plaques des noms des rues pour expliquer, sans modifier les noms des rues, que le nom donné à telle rue était celui d'un producteur de vin qui, à un moment donné, s'était mis à faire du commerce d'esclaves avec les Antilles. Expliquer que le nom de telle place vient de tel général qui avait, à un moment donné, mené la guerre dans tel ou tel pays d'Afrique et avait tué un certain nombre de gens. Juste dire dire l'histoire. Et je pense qu'en disant l'histoire, en expliquant l'histoire, on évite comme ça de sombrer dans une opposition politico-affective, je mets bien l'expression, dans laquelle, de fait, on s'enferme et dans laquelle le politique, dans le fonctionnement d'une communication à grande vitesse qui est celle d'aujourd'hui, ne peut que sombrer d'une certaine manière. Oui, je suis absolument d'accord. Je pense que les déboulonnages, c'est une très mauvaise chose. D'abord parce qu'il nie le passé, il l'occulte plutôt que de le faire connaître. Et que par ailleurs, ils sont faits souvent de façon totalement illégale. Une statue fait partie du patrimoine national et donc c'est un bien commun. Donc si on doit l'enlever, il faut que ce soit suite à des décisions démocratiques prises par des élus. Bon. Et donc, je pense que la solution d'ajouter des plaques explicatives est la bonne solution pour, encore une fois, éviter à la fois l'occultation du passé et l'imposition d'actes qui sont des actes totalitaires parce qu'ils sont pris en dehors de toute règle démocratique. Et ces éléments-là aussi permettent, je pense pour le coup à mon autre casquette de directeur de manuel scolaire, des programmes scolaires, etc., mais permettent aussi de rééquilibrer à un moment donné ce qu'on enseigne aux enfants. Et là, pour le coup, il y a à peu près tous les fantasmes possibles et imaginables autour de ça. Mais avoir remis depuis une vingtaine d'années le réapprentissage de ce qu'est le commerce triangulaire, de ce qu'a été les rapports entre esclaves et maîtres, le fonctionnement des Antilles et des Outre-mer, etc., était, à mon sens, une très bonne idée. Qui s'accompagne en même temps d'une dilution, enfin d'une faiblesse de la temporalité des études sur la totalité des sujets en histoire et en géographie, mais ça c'est un autre problème. Mais de fait, avoir remis ça d'aplomb permet de remettre le savoir au centre du sujet et d'éviter qu'il y ait derrière un enfermement politique, ou alors donner aux politiques son sens, qui est de dire partez du savoir pour que derrière il y ait une réflexion collective et des décisions collectives. Mais on ne part pas d'oukase, on part du savoir, et c'est quand même l'élément fondamental du politique. Cette affaire, c'est très bien de rappeler les réalités historiques,
Mais il ne faut pas que ce soit des indignations sélectives et très unilatérales. Je me rappelle de l'affaire Pétré-Grenouillot, qui avait fait une étude scientifique, complètement scientifique, sur les différentes traites, la traite occidentale, la traite arabo-musulmane et les traites interafricaines. Et ça avait soulevé un débat un peu étonnant, comme si la seule traite qui devait être critiquée, c'était la traite occidentale. Et donc, on voit bien que dans la pensée woke, il y a quand même sur ces indignations beaucoup de sélectivité. Et puis, je vais revenir sur la notion de victimisation, qui est quand même un des moteurs importants du wokisme. C'est que dans toutes ces victimisations, on rajoute une nouvelle catégorie qui sont la catégorie des offensés. Vous êtes offensé par quelque chose, faisons disparaître la chose. Donc, cette dictature des offensés conduit par exemple à la réécriture de certains romans, de certains titres, etc. Les dix petits nègres ont disparu, un certain nombre de termes qui sont considérés par offensants par certains, conduisent à leur abolition. Et donc, cette pente me paraît vraiment très, très dangereuse parce qu'on est tous offensés par quelque chose. Et où allons-nous? Et qu'est-ce que vous pensez de cette notion, et peut-être Hugo, cette notion de réécriture des œuvres? Moi, je suis vraiment sidéré que les plus grands défenseurs du droit d'auteur et de la conservation des œuvres ne voient pas le danger qu'il y a à aller sur ce terrain-là. Je pense que tout dépend. Je pense que Madame Annick aura un avis plus scientifique que le mien là-dessus. Et je pense que toutes les œuvres, à un moment donné, sont des œuvres réécrites. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Je commence d'abord par le négatif avant de parler du positif ou l'inverse. Mais toutes les œuvres qu'on a sont des œuvres réécrites, sont des œuvres adaptées. Je pense que la littérature pour enfants a toujours été une littérature adaptée. En réalité, ce qui est choquant, c'est lorsque les œuvres sont réécrites pour les adultes. Et c'est là le problème qui se pose. C'est pas pour les enfants. C'est normal de réécrire pour les enfants et d'adapter le vocabulaire à un moment donné à ce qu'ils sont capables de faire. C'est de la pédagogie. Le problème, c'est lorsqu'on réécrit les 10 petits nègres au profit où on change le titre des 10 petits nègres parce que nègre, ce serait offensant pour une catégorie de la population. Le problème, c'est que le mot nègre, évidemment, n'a pas le même sens, peut créer les mêmes discriminations, mais n'a pas le même sens entre le moment où Agatha Christie propose ce titre et aujourd'hui. Et c'est un problème pour la littérature, c'est un problème pour la liberté de création, mais c'est surtout un problème pour les gens qui voient ce titre et qui se sentent offensés. Et la question est, pourquoi se sentent-ils offensés par le titre d'un ouvrage? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont à ce point si peu sûrs d'eux-mêmes, de leur propre valeur, de leur propre rapport au monde, qu'ils en viennent à considérer tout ce qui fait un tant soit peu allusion à qui ils sont comme étant une offense potentielle? On est dans le règne de l'enfant roi, appliqué aux adultes, hein. On est dans le règne de l'enfant roi appliqué aux adultes, en même temps qu'on est dans ce que Patineau appelait la civilisation du poisson rouge, c'est-à-dire on a un problème, une solution, un problème, une solution, un problème, une solution, sans penser la complexité qui est celle du monde. Et c'est là qu'on vient à l'université. Dans le classe prépa, ça ne se voit pas trop. Au lycée, ça se voit un peu. À l'université, ça se voit beaucoup. Dans lequel les étudiants vont se considérer offensés par des mots utilisés par les professeurs, offensés par les termes utilisés par les textes d'appui dans les cours. Et c'est là, en fait, qu'il faut qu'on ne cède pas, académiquement parlant. Parce que si nous commençons à céder académiquement sur ce qui fait le fond du savoir à enseigner, nous ne pourrons plus jamais enseigner la réalité du monde et nous enseignerons ce que les gens veulent voir de la réalité du monde. Dans ce cas-là, autant fermer les universités. Voilà. Vous avez, je crois, tout à fait raison, puisque cette question de la sensibilité blessée, hein, qui est toujours mise en avant par les woke, est en effet une conséquence de cette mise en avant de l'individu comme seul critère d'appréciation de ce qui est juste ou pas. C'est, à mon avis, vous avez raison aussi, une conséquence de l'éducation de l'enfant roi. Hein, l'enfant veut quelque chose, donc il faut le lui donner quoi qu'il arrive. Et c'est une menace à la fois pour la science et pour la culture. Alors pour la science, vous venez de le dire, parce qu'il est inacceptable que
des individus au motif que leur sensibilité serait blessée dictent aux enseignants ce qu'ils doivent chercher et ce qu'ils doivent transmettre. Hein. C'est évidemment une mainmise de l'idéologie sur la science qui, là encore, fait partie des idéologies totalitaires. Hein. J'y consacre un chapitre dans mon livre. Mais sur la culture aussi, je suis d'accord avec vous que réécrire des livres pour adultes est totalement inacceptable, mais même la réécriture de livres pour enfants me paraît problématique lorsqu'elle est faite sur la base justement des sensibilités blessées. Autant on pouvait accepter qu'on réécrive des livres pour enfants pour les rendre plus compréhensibles ou peut-être moins traumatisants lorsqu'il s'agissait de scènes extrêmement violentes. Mais lorsqu'il s'agit de le faire uniquement sur la base du fait qu'on pourrait se sentir offensé par le fait de parler de quelqu'un comme quelqu'un de gros ou de parler de quelqu'un comme étant un père ou une mère au motif que ça pourrait offenser les non-binaires, etc., c'est alors là quelque chose de totalement, me semble-t-il, exorbitant de nos valeurs, puisque, encore une fois, les sensibilités individuelles, notamment à des sensibilités, à des identifications à des collectifs qui déjà en eux-mêmes sont problématiques, n'ont pas à dicter la loi à la communauté, à la collectivité nationale. Et moi, je ne veux pas que ma vision du monde soit dictée par des gens qui mettent en avant une soi-disant sensibilité blessée pour exiger quoi que ce soit. Voilà, donc là, je pense qu'il y a vraiment un combat à mener. J'ouvre mon livre dans l'introduction sur l'affaire Roald Dahl, hein, qui a éclaté fin février avec la réécriture de cet auteur de livres pour enfants, qui me paraît absolument emblématique de la prégnance du wokisme dans le monde culturel aujourd'hui. Et encore une fois, non pas seulement chez quelques militants un peu allumés, comme certains voudraient le dire pour minimiser le problème, mais au sein même des institutions, des éditeurs, des universités, etc. Et c'est là que ça repose sur la peur. De quoi ont peur les éditeurs? Peur de perdre des parts de marché, d'avoir une image dégradée, d'avoir des campagnes derrière eux. Mais la réalité existe, le monde est complexe et je ne suis pas le centre du monde, si on veut synthétiser un peu ce qu'on s'est dit. Exactement. Et il ne faut pas non plus minimiser la force des enjeux financiers derrière le wokisme, hein, parce que on est en train d'essayer d'enquêter là-dessus. Il y a beaucoup d'associations qui, sous couvert de faire des formations à l'inclusivité, à la diversité, à la tolérance envers les minorités sexuelles, à la tolérance envers ceci ou cela, sont des portes d'entrée donc de l'idéologie woke qui se font payer très cher par l'éducation nationale, par l'enseignement supérieur et la recherche, par les institutions européennes, pour faire des formations assez onéreuses qui sont imposées en plus à ceux qui doivent les subir et qui sont souvent simplement du prosélytisme militant. Et c'est ce contexte-là qui fait que sont kidnappés aussi les beaux mots de progrès, de tolérance, de lutte contre les discriminations, et on en vient à politiser quelque chose qui devrait être de nature universelle. Exactement. Je crois qu'il faudrait se garder de prendre prétexte que très souvent les textes ont été modifiés. Ils l'ont toujours été dans le passé au nom de l'intelligibilité, c'est-à-dire pour les rendre plus accessibles, plus compréhensibles, etc. Ils ne l'ont jamais été au nom d'une bien-pensance et d'une bienséance. Alors, j'ai quand même un avis contraire. Personnellement, je ne connaissais pas l'anecdote. C'est Ève Maillet qui nous dit que Agatha Christie elle-même a changé son titre en 1940. Le titre anglais, c'est Ten Little Niggers. Et elle l'aurait changé à la demande de son éditeur, puisqu'on est en pleine ségrégation, par le titre « And then they were known ». Et à la fin, il n'en reste aucun. Je ne connaissais pas cette anecdote, mais il n'empêche que universellement, cet ouvrage est connu sous le nom des 10 petits nègres. C'est vrai, mais ça appartient à l'auteur lui-même. Il est parfaitement libre de changer ce qu'il veut dans son œuvre. Le problème, c'est qui sommes-nous pour derrière transformer l'œuvre de quelqu'un? Enfin, il y a aussi ce problème-là qui est celui de la propriété culturelle et pas seulement juridique et financière, et de la propriété culturelle d'une œuvre par son auteur. Justement, puisqu'on parle de ça, la notion d'appropriation culturelle est quand même une notion terrifiante. C'est-à-dire, pour parler de plombier zingueur qui répare une baignoire, il faudrait être soi-même plombier zingueur ayant réparé une baignoire. C'est donc
vraiment une notion qui est terrifiante, qui va à l'encontre du caractère universel de l'humanité. Enfin, la maçonnerie, elle est fondée sur l'idée que tout individu porte en soi une part de l'humaine condition. Donc, si on commence à segmenter la capacité de dire, de comprendre, d'analyser, de discourir sur un sujet donné, si on n'est pas soi-même impliqué dans le sujet, est quelque chose qui abolit cette notion d'universalité. Une remarque, Hugo? Oui, donc l'appropriation culturelle, c'est un terme totalement politisé, de fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut écarter de fait. Mais il faut essayer de se mettre au début en disant pourquoi est-ce que l'appropriation culturelle peut poser problème. C'est le fait de dire qu'à un moment donné, je pense que pour le coup, c'est plutôt du mercantile d'une certaine manière. Dans les années 1980, un certain nombre de publicités ont commencé à utiliser des mannequins de toutes les couleurs possibles pour pouvoir valoriser tel ou tel produit. Et donc, un certain nombre de gens des communautés concernées se sont dit, mais on nous instrumentalise dans un sens économique. Et donc, ce rapport de soi à l'image utilisée de soi à l'extérieur pose des questions comme une sorte de chosification. Et cette révolte qu'on peut considérer comme étant, ou cette remarque qu'on peut considérer comme étant légitime, même si je ne vois pas comment elle peut avoir d'application politique majeure, mais est devenue progressivement quelque chose qui était de l'ordre de il ne peut y avoir, par exemple, que des francs-maçons pour faire l'histoire de la franc-maçonnerie. Et de fait, c'est une absurdité scientifique, c'est une absurdité intellectuelle. Est-ce qu'il faut être forcément australien et descendant d'aborigènes pour parler de la culture aborigène? On s'interdit en fait une forme de regard universaliste sur les cultures. Et à partir du moment où on s'interdit un regard universaliste sur les cultures, on s'interdit la diffusion des cultures au-delà du cercle qui se considère comme étant le seul et unique propriétaire culturel et politique d'un groupe d'expression littéraire, d'œuvres de l'esprit, d'œuvres matérielles, d'œuvres patrimoniales, etc. Et à partir de ce moment-là, ça nie complètement ce qu'est l'universalisme tel qu'on peut le penser depuis nos réflexions de tout à l'heure, qui sont le fait qu'on puisse chercher à enrichir l'humanité à partir de faits locaux. Et à partir du moment où on n'est pas capable de comprendre l'humanité derrière des faits locaux, on ne peut pas comprendre l'humanité derrière l'autre. Et à partir de ce moment-là, c'est la négation même de ce qu'est l'humanité. Oui, l'appropriation culturelle, c'est un des éléments les plus caricaturaux de la pensée woke, hein, et c'est vrai que ça nous fait sursauter. C'est une aberration du point de vue du fonctionnement de la culture, puisqu'on sait très bien que les productions culturelles sont issues de toutes sortes d'emprunts qu'on peut considérer comme des hommages ou tout simplement comme des emprunts de fait qui n'enlèvent strictement rien. C'est-à-dire que prétendre qu'il y a appropriation culturelle, c'est méconnaître le fait qu'on a affaire à des biens non pas matériels mais symboliques, et que le fait, par exemple, de porter des dreadlocks quand on n'est pas d'origine métisse, par exemple, n'enlève strictement rien aux métis qui ont des dreadlocks, tout simplement. C'est de l'ordre du symbolique et non pas du matériel. Donc, c'est déjà une imbécilité intellectuelle totale. Hein. C'est vraiment la confusion entre le matériel et le symbolique. Et par ailleurs, ce qui est tout à fait troublant, c'est que ceux qui se permettent de vouloir interdire à des Blancs, par exemple, de représenter des Noirs, bon, le font au nom de leur soi-disant communauté, comme s'ils étaient eux-mêmes des représentants qualifiés de leur communauté, comme s'ils avaient été élus représentants de leur communauté. Or, ce sont des soi-disant représentants autoproclamés qui utilisent leur soi-disant sensibilité blessée pour avoir une action coercitive sur autrui, c'est-à-dire pour interdire, pour prétendre interdire, et on est là encore dans une mentalité totalitaire. C'est tout à fait évident. Un des graves arguments du wokisme, c'est de dire les minorités sont sous-représentées dans l'espace public, dans l'imaginaire, etc. Et tout ça nous a conduit, par exemple dans le monde de la publicité, à avoir ce qu'on pourrait appeler une surreprésentation des minorités. Et Hugo parlait tout à l'heure en disant c'est pour des raisons économiques qu'on va essayer de draguer des clientèles en segmentant les différentes clientèles. On a un joli contre-exemple aux États-Unis en ce moment sur les erreurs qu'il ne faut pas faire en termes de marketing.
J'ai oublié le nom, mais il existe une bière qui est très viriliste aux États-Unis, qui est considérée comme une bière pour nous, les hommes, à cheval, les cow-boys, etc. Et le marketing de cette bière a trouvé intelligent de faire une pub avec un drag queen. Et évidemment, c'était en tel décalage par rapport à le réel des consommateurs que les ventes de cette bière se sont effondrées. C'est-à-dire que les consommateurs n'ont pas voté avec leurs pieds, mais avec leur gosier, et ils ont abandonné de façon significative. Là, je crois que la bière a perdu 15 ou 20% de part de marché, ce qui est énorme là-bas. Et donc, ce souci de mettre en valeur des minorités supposées obscurantisées et abolies conduit à des situations un peu compliquées. Je voudrais rajouter sur cette question-là, moi je suis assez indifférente au problème de marché des producteurs de bière, hein, c'est pas mon souci principal. En revanche, je suis plus concernée par la question politique. Et lorsque vous transférez cette question-là au monde politique, vous observez les résultats des dernières élections en Espagne qui ont abouti à l'effondrement électoral du parti d'extrême gauche qui venait de prendre des mesures très très favorables au transgenrisme, hein, c'est-à-dire à l'acceptation et voire à l'incitation au changement de genre, en tout cas à une liberté quasi infinie donnée aux personnes de s'identifier en fonction du genre ressenti. On est toujours sur l'idée du ressenti individuel qui dicterait la loi commune, et la réponse n'a pas été un effondrement des ventes de bière, mais un effondrement des résultats électoraux de la gauche. Donc on voit aussi que le wokisme poussé à la caricature provoque des résultats catastrophiques. Je ne voudrais pas que le débat non plus commence à partir dans des considérations qui ne seraient pas, qui atteindraient des postures politiques un peu particulières. Moi, je suis assez favorable au fait que les transgenres aient parfaitement le droit d'avoir des lois qui favorisent leur fonctionnement, etc. La question, en fait, n'est pas là. La question est comment est-ce que le politique, pour moi, la question est comment est-ce que le politique résiste au groupe de pression. Le politique peut parfaitement considérer à un moment donné qu'il y a besoin de lois pour favoriser l'épanouissement sexuel d'un individu dans son propre corps. Ça ne pose aucune difficulté. Le problème est comment on résiste aux pressions des groupes particuliers qui en viendraient à rendre universel un processus qui, en fait, doit être négocié et doit être le fruit d'un échange démocratique progressif. Ce que faisait Podemos en Espagne, c'est d'imposer un mode de fonctionnement, comme d'autres partis dans d'autres pays peuvent tenter d'imposer également un mode de fonctionnement dans lequel une minorité en viendrait à rendre générale une loi qui ne peut pas s'appliquer à tous. Mais en revanche, vous voyez, les effets du wokisme et les effets politiques, disons, du wokisme font qu'on vient à écarter ou à lutter contre des postures générales au nom de postures particulières. La liberté sexuelle, c'est un élément fondamental. La liberté individuelle de se dire à un moment donné je suis une femme dans un corps d'homme ou inversement, c'est pour moi une posture absolument fondamentale. L'individu doit pouvoir dire à un moment donné je suis un homme ou je suis une femme, et la psychologie peut y répondre, mais c'est un processus très progressif. La question est plutôt comment est-ce que le politique peut réagir face à ça? Est-ce qu'il doit forcément réagir d'une manière qui est systématique et automatique pour tous? Ou est-ce qu'il doit réagir rapidement? Et moi, mon problème, il est là. Il est dans la vitesse. Est-ce qu'il faut que le politique réagisse systématiquement parce que sur Twitter, on en vient à avoir des groupes de pression qui disent il faut faire comme ci ou comme cela, alors que et l'homosexualité et le transgenrisme et tous ces éléments-là doivent absolument être présents dans le corps social. Ils sont le réel, le monde est réel. Il faut que le politique réagisse par rapport à ça. La question est, est-ce qu'il faut aller vite? Et mon problème à moi, il est celui-là. À l'université, on a le même problème. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas se voiler la face. D'abord, vous avez raison de dire que ces groupes de pression font du prosélytisme, donc on est vraiment dans des pressions militantes de collectifs très radicalisés qui sont très loin de représenter l'ensemble des transgenres, hein, premièrement. Deuxièmement, ce qui s'est passé en Espagne, c'est que le parti politique a cédé à des demandes de militants assez extrémistes qui veulent que l'autorisation de changer médicalement de sexe
soit donné à des adolescents, voire à des enfants, en tout cas à des adolescents, sans l'autorisation des parents et avant qu'ils aient atteint la majorité. Or, on sait que c'est extrêmement problématique pour toutes sortes de raisons. Je vous renvoie à des travaux sur le sujet, mais ça pose d'énormes problèmes sur la question du consentement éclairé, hein, d'une adolescente qui se fait faire une mastectomie sans savoir en fait à quoi elle s'expose avec l'accord de ses parents. Ça pose d'énormes problèmes, notamment de santé publique. Bon, donc on a vraiment des problèmes fondamentaux qui ici ne relèvent pas du droit des adultes transgenres à vivre leur vie comme ils le souhaitent, hein, ce n'est pas le problème, mais d'abord des pressions exercées par des militants radicalisés et d'autre part, le droit des personnes qui voient quelqu'un qu'ils identifient comme une femme, à la traiter comme une femme et non pas à se voir imposer l'obligation de le traiter comme un homme. Je refuse que des personnes qui estiment que même si elles sont de sexe masculin, se sentent de genre féminin, m'obligent à les appeler madame, c'est tout. Elles peuvent me le demander, mais je suis en droit de le refuser. L'éducation nationale, d'ailleurs, a répondu de manière assez sage en disant tant qu'un tribunal n'a pas décidé, on garde le fonctionnement initial. Voilà. Je ne suis pas sûr que l'éducation nationale soit très sage dans ce domaine, parce que ce problème, finalement, c'est comment des marginalités peuvent vouloir s'imposer en norme, en devenir la norme. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'a rien à voir avec le respect qu'on doit aux homosexuels, aux transgenres, ou aux végans. Moi, je ne suis pas végan, donc je respecte totalement les végans. Et je crois qu'ils sont quand même une minorité. Voilà. Mais lorsque des marginalités encore plus marginales prétendent être la norme, on a un problème. Moi, je suis extrêmement choqué par une décision de l'éducation nationale, alors qu'un enfant ne peut pas voter avant 18 ans, il ne peut pas passer son permis de conduire avant 18 ans, il ne peut pas ouvrir un compte bancaire avant 18 ans, eh bien, il a le droit de choisir son prénom et son estimation de sexe à partir de 12-13 ans. Je trouve ça étonnant. Après, et sans l'autorisation des parents. Sans l'autorisation des parents. C'était une circulaire de l'éducation nationale qui a été extrêmement discutée à juste titre. Comme nous disons en maçonnerie, de sa propre et libre volonté, qui est tout sauf une volonté éclairée, comme l'a souligné Nathalie, il peut décider ça. Alors après, il ne faudra pas se plaindre qu'il y ait des enfants de 12 ans, des filles de 12 ans qui portent la burqa. Si finalement, on pourra dire, mais c'est eux qui en ont décidé, absolument, etc. Absolument. Donc je pense que, contrairement à ce que nous disait Hugo, tout n'est pas tout à fait louable dans les décisions d'éducation nationale, mais peut-être que tu as un point de vue différent. Non, mais ce n'est pas le problème, Jean-Robert. Je sais que je ne changerai pas là-dessus. La question, elle est plutôt comment sont prises les décisions et quel est le degré de vitesse dans lequel toutes les pressions qui ont toujours existé sur tous les sujets possibles font qu'aujourd'hui, on oblige le politique et conséquemment le judiciaire à décider très vite et parfois évidemment à se tromper, à revenir en arrière, etc. etc. Moi, c'est ça qui m'inquiète en fait, c'est que cette civilisation de la vitesse dans laquelle nous nous trouvons fait qu'on s'empêche de penser. Mais c'est le cas dans les entreprises, c'est le cas dans les structures éducatives, c'est le cas dans les structures universitaires de recherche, c'est le cas absolument partout. Nous sommes tous enjoints à décider, à penser très vite, à décider très vite. Et finalement, parfois, nous cédons à la facilité qui est de dire tu veux qu'on t'appelle un tel, ben on t'appelle un tel, on n'en parle plus, on ne veut pas de problème, on en parlera une autre fois. Et de fait que des professeurs ou des établissements scolaires décident à un moment donné et que le ministère valide qu'un tel s'appelle Léon et non pas Marceline, en soi, évidemment, on peut penser symboliquement que ça pose problème localement. Ça s'est un peu toujours fait dans toutes les classes. Simplement là, le problème, c'est en faire une circulaire, et en faisant une circulaire, ça donne un caractère juridique au processus. Et la faute de l'éducation nationale, pour reprendre Jean-Robert, ce serait plutôt d'en avoir fait une circulaire et de ne pas laisser les chefs d'établissement et les professeurs décider comme ils l'entendent. Je pense qu'on manque de temps et qu'on manque de subsidiarité dans notre culture contemporaine, et c'est ça qui pose problème. Ce n'est pas le fait de savoir si un tel a tel droit ou a tel devoir, c'est plutôt le fait qu'on prenne le temps tranquillement de décider ce qui est le mieux pour le collectif. Et à partir du moment où on a du temps, toutes les pressions locales, à un moment donné, peuvent également se transformer. Et moi, c'est mon angle d'attaque depuis tout à l'heure, mais je pense que nous sommes dans une civilisation esclave du temps, esclave de la vitesse. Ben, en raison
pour une grande part de l'action des réseaux sociaux. Hein. C'est vraiment les ragots sociaux, comme je dis, qui sont vraiment à la base de cette accélération. Mais moi, ce qui me choque aussi beaucoup, ce n'est pas seulement la rapidité des prises de décision, c'est le fait qu'elles sont souvent prises sous le chantage à la phobie. Hein. On prend des décisions favorables au changement de sexe des mineurs, des enfants mineurs, parce que si on y est opposé, on se fait traiter de transphobe. On prend des décisions qui relativisent l'interdiction des signes religieux à l'école ou dans les compétitions sportives parce que sinon on se fait traiter d'islamophobe, etc., etc. Et là, il y a vraiment une perversité, hein, une dérive des choses par rapport auxquelles les institutions doivent rester absolument fermes et ne pas se laisser intimider, encore une fois, par culpabilisation. Philippe Muret avait une très belle expression il y a une vingtaine d'années, il appelait ça la cagophobe. Mais on le voit bien, la rapidité que tu dénonces, Hugo, elle est liée au processus de culpabilisation. Parce que quand une institution est culpabilisée par justement des minorités, ça lui fait perdre le temps de la réflexion. C'est-à-dire, elle veut tout de suite réagir pour montrer qu'elle n'est pas homophobe, etc. Je vais prendre un exemple tout simple. Les transsexuels veulent courir dans les épreuves de sport, dans les catégories féminines. Évidemment, on sait bien que quand bien même on a affaire à un homme plutôt féminin, plutôt efféminé, etc., c'est quand même fondamentalement un homme, c'est-à-dire qu'en termes de corpulence, de force, etc., bon, c'est quand même, globalement, les hommes sont plus costauds que les femmes. Et donc, céder à cette idée qu'au nom de la non-discrimination, il faudrait que les transsexuels courent dans les épreuves féminines, serait une injustice faite aux femmes, puisque ça reviendrait à ce qu'elles soient, dans la plupart du temps, qu'elles perdent leurs épreuves. Donc, tu vois, cette notion de pression de ces marginalités conduisent parfois à prendre des décisions qui sont douteuses. La fédération anglaise en question, à qui on avait posé la question, a résisté, et bien automatiquement, elle a été qualifiée de transphobe. Oui. Voilà. Et c'est une culpabilisation qui fait du tort. Et on peut ajouter qu'aujourd'hui, la grande lutte à l'intérieur du monde militant, c'est entre les féministes et les activistes trans. Après, elle est qualifiée de transphobe. Qu'est-ce qu'elle en fait de cette accusation? C'est-à-dire que si elle dit « je m'en fiche », on laisse couler, on verra ça plus tard. À partir de ce moment-là, de fait, la polémique s'éteint progressivement. Elle peut être extrêmement forte et ensuite s'éteindre. De fait, le fait d'être trop sensible aux réseaux sociaux, d'être trop sensible aux campagnes de presse, fait qu'à un moment donné, on ne parvient plus à décider. Je me souviens d'une anecdote qui avait été reprise dans un téléfilm qui est repassé il y a quelques jours à propos de l'histoire du général de Gaulle et de 1965. Et à un moment donné, Alain Peyrefitte explique au général de Gaulle qu'il faut qu'il passe à la télévision pour pouvoir expliquer aux Français ses projets. Et le général de Gaulle aurait répondu « Qu'est-ce que vous voulez, Peyrefitte, que je me mette en pyjama devant les Français ?» C'est un petit peu cette logique-là, en fait, qu'on demande aujourd'hui aux décideurs, quels qu'ils soient, politiques, économiques ou autres, ou associatifs, c'est qu'on leur demande finalement de se mettre en pyjama tout de suite, c'est-à-dire de dire immédiatement ce qu'ils ont comme sentiment, et non pas de penser par rapport au droit, par rapport au bien public et par rapport au bien commun. Et je pense qu'il faut qu'on se donne le temps de ça. Et ça implique d'abord de résister à la pression et de dire non, on ne décide pas maintenant, on décidera plus tard, collectivement, quand tout le monde aura été entendu. Évidemment, Jean-Robert va me parler à ce moment-là des grands groupes de regroupements nationaux dans lesquels on va dire, des grands sommets dans lesquels on va réunir 150 personnes triées par le volet pour décider de l'avenir environnemental du pays. Certes, mais l'avantage de tous ces groupes-là, c'est qu'ils prennent le temps de penser, même s'il n'en reste pas grand-chose à la fin, on prend le temps de penser aux choses et de faire en sorte, et c'est quand même la base de la démocratie, que les citoyens soient instruits, principe d'égalité, mais soient instruits des décisions à prendre. Tant qu'on n'a pas dirigé, à un moment donné, on est un des pays du monde dans lequel il y a le plus d'associations, dans lequel il y a le plus de présidents de quoi que ce soit. En Italie, en France, c'est un peu la chose. On est incapable, en grande partie et collectivement, de penser la décision sur le temps long, comme s'il fallait décider en permanence. Et un des avantages du travail en loge, c'est qu'on n'a pas de décision majeure à prendre. On est là pour s'écouter les uns les autres. Il y a des décisions anecdotiques à prendre, mais on est d'abord là pour s'écouter les uns les autres, on est d'abord là pour prendre le temps de réfléchir et pour finalement
infuser progressivement les décisions futures. Et on manque aujourd'hui d'espace dans lequel on infuse les décisions futures. Les députés et les sénateurs à l'Assemblée sont dans des situations dans lesquelles la pression est telle que les députés, parce qu'ils sont élus sur un temps plus limité, doivent prendre des décisions très rapidement et faire de l'Assemblée nationale une tribune. Les sénateurs ont plus de temps. Bizarrement, on travaille mieux au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Y aurait-il un lien de cause à effet? Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Hugo. Il faudrait prendre le temps. Mais pour ça, il faudrait une vertu qui est une vertu majeure en maçonnerie, ça s'appelle le courage. Et pour avoir du courage, il faut du courage pour résister. On connaît tous le proverbe, n'écoutant que mon courage qui ne me disait rien, je me gardais de ne pas intervenir. Enfin bon, donc voilà. Donc on est dans cette problématique-là, c'est que ces groupes de pression, ces minorités qui exercent ce que j'appellerais un terrorisme des minorités, un terrorisme intellectuel, un terrorisme culturel, un terrorisme humaniste, humanitaire, conduisent nos politiques à craindre comme la peste d'être catalogués du mauvais côté du bien et du mal. Et donc, ça les incite à céder très facilement sans mesurer les conséquences que ça va induire derrière. Et Alors attends, que céder facilement est une forme de mépris, en réalité. Oui, juste, je vais te taquiner un peu parce qu'il y a une question de Gérard Lioré qui s'adresse à toi, Hugo, qui va te taquiner un peu et qui dit « Comment peut-on être franc-maçon et dire « Je sais que je ne changerai pas là-dessus » On a le droit à des certitudes, tu sais, Hugo. Je vais peut-être vous laisser discuter entre francs-maçons de cette question importante. J'ai un train à prendre, malheureusement, et donc je vais être obligée de vous abandonner. Mais j'étais très contente de cette discussion et je vous remercie beaucoup de m'y avoir invitée. En tout cas, oui, vous nous aviez dit que vous deviez partir un peu avant midi pour des raisons de prise de train. En tout cas, c'est nous qui vous remercions beaucoup d'avoir pris ces 2 heures pour nous faire part de vos opinions. Et je reconseille à tous quand même de lire votre livre qui est quand même très intéressant et très documenté. Et ça nous fait… bon, on va vous laisser partir et on va poursuivre encore 5 minutes le débat. Madame Hénique, merci et à bientôt, j'espère, sur d'autres livres. Merci à vous tous. Voilà. Bonne journée. Je laisse couper. Oui, donc la question taquine de Gérard Lioré était adressée. Ah non, mais on peut changer. Non, la question ne se pose pas. Le franc-maçon est là pour écouter tout. Donc, moi, je n'ai absolument rien contre tous les groupes marginaux dont tu parlais tout à l'heure. La réalité du monde existe. À partir de ce moment-là, il faut l'entendre pour décider correctement. Et on ne peut décider correctement qu'à partir du moment où on a entendu toutes les parties, quelles qu'elles soient. Donc, si on décide vite, ça veut dire que jamais on ne décide que sous la pression d'une hiérarchie. Si vous devez prendre une décision pour le lendemain, c'est celui qui va parler le plus fort ou qui aura au dernier moment dans un couloir l'argument le plus efficace sur le moment, qui vous dira il faut faire ça et vous cédez à la pression. La force des maires de Nantes et de Bordeaux, dont je parlais tout à l'heure, qui ont décidé de ne pas répondre à la pression, de répondre par l'histoire en faisant changer un certain nombre de plaques de rue, disant un tel négociant bordelais du XVIIIe siècle a participé au commerce triangulaire dans telle ou telle condition, etc., me paraissait la réponse la moins inintelligente face aux pressions qui poussaient à changer complètement les noms des rues. Et je trouvais ça intelligent. Si aujourd'hui nos politiques poussées par les réseaux sociaux, les politiques, les dirigeants d'entreprise, etc., poussés par les réseaux sociaux, s'obligent pour des raisons de communication à répondre extrêmement vite, sur des sujets qui doivent prendre le temps, autant lancer des grands débats dont on sait qu'à la fin, il n'en reste pas grand-chose, mais qui permettent de calmer ces groupes de pression et aux politiques de prendre un peu de champ. La question est plutôt, faut-il se montrer en pyjama devant les Français, comme je disais tout à l'heure. Et je pense que nos politiques doivent avoir le courage de ne pas toujours se montrer en pyjama devant les Français. Tu poses clairement la question, quand tu dis qu'il ne s'agit pas de nier des réalités, évidemment, personne ne veut. Le problème, c'est de quel réel parle-t-on? Parce que c'est une chose de constater des choses et c'est autre chose d'en tirer des conclusions pour les politiques, pour nos attitudes et pour la définition des hiérarchies. Il y a une petite remarque amusante de Nathalie Glarner qui rappelle un dessin de Gors qu'elle pense pouvoir s'appliquer au wokisme, c'est « Les faits sont complètement démentis par mon opinion ».
Donc, et c'est un peu ça la relation réelle. C'est-à-dire finalement, c'est un rapport, et nous maçons qui avons quand même un certain culte de la vérité, nous avons ce culte de la vérité, et est-ce que, par définition, au motif que la vérité métaphysique ultime ne serait pas accessible, faut-il pour autant nier toute notion de vérité? C'est-à-dire, tout ne serait qu'opinion. Non, il y a des faits, il y a du réel, il y a des vérités, des humaines vérités, et vouloir abolir ces humaines vérités, qui sont souvent étayées par des faits, par du réel. Et on est dans un monde où, très souvent, on préfère la morale à la vérité. C'est-à-dire quand une vérité est dérangeante, au nom de certaines conceptions morales, éthiques, etc., on préfère préférer nos opinions qui sont grandes, qui sont humanistes, qui sont généreuses, qui sont bien pensantes, au constat, ça s'appelle le déni de réalité. Et donc, nous sommes victimes. Et les woke est un mouvement qui est tout à fait compétent pour créer du déni de réalité. Et la cancel culture est une façon d'abolir la réalité historique, la réalité des temps, etc. Donc, nous approchons de la fin. On va peut-être... Oui, tu peux intervenir. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même une chose, c'est que je pense que tout ce débat et tout ce mouvement depuis une vingtaine d'années fait qu'on mélange absolument tout. Et c'est ça qui me désespère un peu. C'est que les transgenres, pour reprendre la thématique de tout à l'heure, les transgenres ont parfaitement le droit à un moment donné qu'on s'intéresse à leur cas, qu'on regarde médicalement, qu'on regarde juridiquement, qu'on regarde socialement comment faire en sorte que chacun vive bien dans la société. Pour ça, il faut du temps. Il faut lever les a priori, il faut lever les ambiguïtés, il faut lever la manière de voir qui était celle des générations précédentes, et on ne peut pas décider du jour au lendemain. Mais le problème, c'est qu'avec ces polémiques autour du wokisme, etc., on en vient à considérer, dans une partie de la population, on vient à considérer que la question du transgenrisme est finalement un truc à écarter parce que ça viendrait forcément des communautés anglo-saxonnes, universitaires, wokistes. Et je pense qu'on noie le poisson, le bébé avec l'eau du bain, pardon, on noie le problème avec l'image du problème. Et je pense que le problème du politique, c'est de s'attacher parfois un peu trop à l'image du problème qu'au problème lui-même. Et le problème, il doit être résolu sur le temps long. J'ai pris l'exemple des transgenres, ça pourrait être absolument tout et n'importe quoi. La question des textes, pour le coup, à mon avis, à l'université, est autre chose. La question de l'appropriation culturelle, c'est autre chose. C'est du chantage individuel. Ça, c'est du domaine, on peut y répondre par le savoir. Mais la question des identités sexuelles, c'est quelque chose pour lesquels on doit prendre le temps de regarder comment fonctionne chacun des organes de la société. Et je pense qu'on on ferait, pour le coup, injustice en ne prenant pas ce temps-là. Voilà. Mais il me semble que toi aussi, tu es un peu dans la confusion, dans la mesure où tu évoques la nécessaire tolérance à l'existence. Il existe des transsexuels, grand bien leur face, c'est leur problème, c'est leur choix. Ils n'ont pas à être stigmatisés. On a fait une émission aux entretiens d'été l'année dernière avec une transsexuelle qui a témoigné, etc. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, avec l'idée que parce qu'ils sont transsexuels, ils ont le droit d'exiger des ruptures d'égalité dans tous les domaines. Donc, tu dévis, c'est pas le débat. Le débat, le franc-maçon, par définition, est tolérant, charitable et fraternel. Personne ne va stigmatiser quelque communauté de ce que ce soit au motif que c'est une communauté, à part peut-être les bandits du grand chemin ou les assassins ou les gens comme ça. Mais donc, partant d'un réel, tu en tires la nécessité d'examiner les revendications par principe. Voilà. C'est le rôle du politique, Jean-Robert. Enfin, à mon avis, le rôle du politique, c'est de tout examiner. Le problème, c'est quand le politique cède à la pression des hiérarchies extérieures. C'est ça le problème. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Le politique doit décider. Moi, comme directeur des prépas chez moi, je suis pris entre des injonctions contradictoires qui viennent de la totalité des acteurs. Je dois décider et prendre le temps de décider. Mais chacun, comme parent, comme étudiant, comme acteur extérieur, etc., a parfaitement le droit de venir à moi pour me dire voilà le problème, trouvons une solution. Si je décide à la seconde, je suis dans l'injustice. Si je prends le temps avant de décider et d'accompagner tous les gens, à ce moment-là, je suis dans la justice. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas faire telle ou telle chose. Je déplore simplement qu'on ne prenne pas le temps. C'est ma seule obsession. Voilà. Je t'entends, tout à fait.
Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas eu le temps de poser parce que le temps est limité. Il y avait des questions enfin, qui reviennent, sont assez récurrentes sur le terme comment penser l'universalisme sans les femmes, qui s'adresse aux obédiences monogenres, qui sont d'ailleurs aussi bien masculines que féminines. Bon, est-ce que l'universalisme impose la mixité dans tous les domaines? Il y avait des questions, par exemple, une question qui concerne la maçonnerie de Gilles Lebar. Y a-t-il beaucoup d'artisans en loge? La franc-maçonnerie n'a-t-elle pas, et c'est dommageable, un côté élitiste et pratiquerait une sorte de wokisme intrinsèque? C'est vrai qu'il y a, voilà, la maçonnerie, qu'on le veuille ou non, c'est une affaire de classe moyenne. Il n'y a pas de gens très pauvres parce que la maçonnerie, ça coûte un petit peu d'argent, et il n'y a pas de gens très riches parce que ce n'est pas leur style. Voilà, mais c'est une réalité. Tu as un point de vue là-dessus, Hugo? Je ne suis pas un point de vue, c'est une pratique. Sur la question de la mixité, il y a la franc-maçonnerie, il y a les obédiences et les rites. À partir du moment où on a le choix, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à vouloir soi-même, à un moment donné, être dans une obédience mixte, une obédience masculine ou une obédience féminine. On regarde toujours les groupes en disant c'est le groupe qui a choisi d'être ainsi. Je pense qu'il faut se mettre à la place de l'acteur qui veut rentrer en maçonnerie et qui dit finalement je veux travailler avec des femmes seulement si je suis une femme, je veux travailler avec des hommes seulement si je suis un homme, ou je veux, que je sois homme ou femme, travailler dans un groupe qui serait mixte. C'est plutôt le point de vue de celui qui est à l'extérieur qui est important parce que d'une certaine manière, pardon de le dire comme ça, mais le choix existe. Lorsque j'étais jeune maçon, je déplorais le fait qu'il n'exista pas d'obédience mixte spiritualiste. Il en existe depuis un certain nombre. Et il en existait en réalité à l'époque et je ne le savais pas. Donc je suis rentré à la Grande Loge de France qui, pour moi, en termes de masculinité, ne me pose aucun problème. Je suis même très favorable pour d'autres raisons que serait trop long d'expliquer ici. Mais à mon avis, le problème ici, c'est d'avoir le choix en réalité. On n'est pas dans quelque chose d'identitaire, on est dans une proposition de moyens. Donc la question de la mixité, c'est pour moi une question de moyens ou de non-moyens. Pour la question ensuite, qui est une question économique plutôt, effectivement, depuis le XVIIIe siècle, en maçonnerie, on a surtout des gens de la classe moyenne ou des élites au-dessus qui essaient de s'associer pour transformer la société. C'était un peu l'objectif du XIXe siècle, ou pour diffuser les valeurs, c'est l'objectif du XVIIIe siècle, et au XXe siècle, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a effectivement moins de petits gens. J'utilise volontairement l'expression ancienne, tout simplement parce qu'il y faut un petit peu d'argent, parce qu'il y faut de la disponibilité. Il y faut du temps et il y faut un petit peu d'argent. Donc, évidemment, les pauvres ne vont pas y aller. Mais si quelqu'un qui a des problèmes financiers veut rentrer en loge, tous les systèmes existent pour l'aider. Simplement, il n'osera pas, souvent par dignité ou par méconnaissance, demander ça. Donc, c'est aussi à nous, à un moment donné, lorsque nous abordons des profanes, de pouvoir dire la question de l'argent n'est pas la difficulté, la question est veux-tu te transformer toi-même? Voilà. Bien, ben je crois qu'il est 12h03. Nous avons terminé notre conférence. Merci encore à tous ceux qui ont assisté à cette réunion. Merci à nos deux orateurs, à Hugo et à Nathalie. En tout cas, je pense que c'était des sujets intéressants. Enfin, en tout cas, c'est des sujets sur lesquels nous devons réfléchir et sur lequel il peut y avoir débat, puisque un des défauts du wokisme, c'est justement d'abolir le débat au nom de principes transcendants. Donc, il faut qu'il y ait débat. Et donc, merci à tous et à toutes, et je vous souhaite de passer un très bon été, et je vous dis à